Merci beaucoup d'être là en tout cas. Comme ça, le fait qu'on soit moins nombreux nous permettra d'échanger, sera plus sympa aussi. Pas de souci. Donc je m'appelle, Élodie Dacruz et je suis, la directrice de l'EHPAD La Tour de Vienna, située à Senlier-Saint-Sauveur, à côté de Châtellerault, Mmh. Entendu. et également, la directrice de la résidence autonomie de l'Encloître. Entendu. Voilà. David, tu veux te présenter? Oui, donc David Hamelin, donc responsable du centre de ressources pour l'aide à l'autonomie, là, qui va représenter les résultats de cette étude collective, puis je dirais deux mots du territoire sur lequel on va discuter aujourd'hui. Et puis, moi, Laly Pardaillet, donc chargée de projet au centre de ressources pour l'aide à l'autonomie, plutôt sur la partie emploi. Donc, on va plutôt travailler auprès des structures comme les vôtres pour essayer de promouvoir les métiers, de ce secteur, avec, par exemple, des rallyes découvertes des métiers, ou alors travailler autour de la santé au travail et la prévention des risques professionnels. Également, accompagner les personnes qui souhaitent travailler dans le secteur, mais qui ne savent pas du tout comment s'y prendre parce qu'il y a beaucoup de métiers, de formations différentes. On peut s'y perdre, donc voilà. Donc là, c'est vrai qu'on attendait d'autres personnes qui ne sont pas encore au rendez-vous, qui ne le seront peut-être pas. C'est vrai que Mmh. peut-être, bon, si on est trois, parce que la notion de RN, là, c'est pas un individu, hein, d'accord, c'est l'enregistrement en tant que tel. Peut-être qu'on va changer un petit peu de manière d'intervenir, puisque du coup, c'est vrai qu'on avait prévu différents temps. Là, on s'adressait plutôt à des structures des Deux-Sèvres, tant que telles. Alors, pas que, mais pour pouvoir présenter aussi quelques données qui étaient propres aux Deux-Sèvres, puis après, l'enquête était plutôt régionale dans la Nouvelle-Aquitaine. Peut-être l'idée, ça serait de vous présenter quelques éléments plutôt liés au département de la Vienne en tant que tel. Mais je pense qu'au regard du fait que nous sommes là très peu nombreux, moi, je veux dire peut-être davantage échanger sur quelques constats partagés entre les travaux qu'on a pu mener, ce que voilà, vous vivez, voilà, ce que les travaux, grosso modo, qu'on peut présenter en une dizaine de minutes ou globalement, correspondent un petit peu à ce que vous ressentez sur le terrain. Je pense que ça serait davantage intéressant. Euh, pour mesurer les choses. C'est vrai qu'on a un peu à moi, mon grand étonnement, parce qu'on a déjà fait des travaux comme cela par le passé. Alors, soit effectivement, on a un peu mal ficelé notre communication ou autre, mais où les structures sont vraiment très apprises, mais généralement, on a quand même des structures qui étaient un petit peu au rendez-vous, ne serait-ce que pour prendre note un peu en miroir là, de leur propre activité, de leur problématique collective. Et là, effectivement, on a du mal, ces travaux-là, qu'on voulait absolument pouvoir présenter, évidemment, ont du mal à trouver leur public, alors même que l'idée, c'est de quand même de tracer des voies collectives sur les possibles aussi pour essayer d'améliorer la situation d'un certain nombre d'organismes, notamment dans les questions d'organisation, d'attractivité, etc., etc. Ça vous convient en l'état ouais. Par contre, justement, il va falloir que je change peut-être de diaporama. Hop, je m'enlève un tout petit peu de l'écran, quelques secondes, et puis je reviens vers vous. Peut-être Laly, tu peux présenter la structure à très grands traits, comme ça, le temps que je Oui, puisse trouver d'autres heu, diapos plus en adéquation. mais du coup, oui, effectivement, on avait d'autres inscrits qui avaient dit qu'ils seraient présents, mais ils ont été pris par d'autres urgences. Donc, le centre de ressources pour l'aide à l'autonomie, on est un centre comme son nom l'indique, on informe toute personne qui est intéressée de près ou de loin par le secteur de l'autonomie. Donc ça va de la petite enfance au grand âge, service à personne, médico-social, petite enfance. Sur la partie emploi, je voulais expliquer, on est plutôt sur de l'information auprès d'un public, demandeur d'emploi ou en reconversion professionnelle ou un public scolaire. L'idée, ça va être vraiment de déconstruire un peu les stéréotypes et les préjugés qui existent dans ce secteur-là, parce qu'ils sont nombreux, il y a énormément de femmes, on se prive du coup de la moitié de l'autre pour la population, donc des hommes aussi. C'est essayer de recentrer un peu le sujet sur ce que concrètement représentent les métiers de ce secteur-là, tant dans dans le fait que ce sont des métiers, vraiment qui ont du sens, qui sont humains, qui sont très valorisants, mais qui représentent aussi certains risques, je pense aux conditions de travail, aux risques de discrimination, parfois de violences sexistes et sexuelles.
le fait qu'il peut y avoir une multitude d'employeurs, différents lieux de travail aussi. Enfin, c'est vraiment essayer d'expliquer la réalité de ce secteur-là de manière objective, et donc également de travailler auprès des structures pour la valorisation des métiers et puis pour que les employeurs soient un peu plus visibles aussi. C'est pour ça qu'on organise notamment des rallyes découvertes des métiers sur le territoire de la Vienne. Et pour la seconde fois, on réalise un rallye découverte des métiers spécifiques aux métiers de la petite enfance pour essayer on veut pas sectoriser, mais on s'est rendu compte que que le secteur était tellement vaste que valait mieux aussi pour essayer de rendre visible l'ensemble des métiers, activités, formations, c'était bien de faire comme cela. Et sur la partie espace autonomie, où là, on a un centre d'information et de conseil en aide technique euh, qui est valorisé par la CNSA, où on a un large pan d'aide technique à notre disposition qu'on peut prêter ou qu'on peut montrer. On ne vend rien du tout. Pareil, on n'est pas un employeur. On est juste là pour informer les personnes sur l'existant et sur cette partie-là, autonomie. C'est notamment informer les personnes en perte d'autonomie, personnes âgées ou en situation de handicap, les aidants aussi, sur les aides techniques qui existent, les aides financières aussi. Mais quand je parle d'aide technique, ce ne sont pas forcément les lits médicalisés, les fauteuils roulants, où là, ça va être des gros. Enfin, on a, mais c'est pas la majorité. Ça va être aussi vraiment les aides techniques du quotidien, donc des couverts adaptés, des assiettes adaptées, etc., etc. Et on a également développé un jeu qui s'appelle Stop Chute pour la prévention des chutes à domicile, qui est un jeu pédagogique à dimension ludique et plutôt axé pour les professionnels ou les aidants notamment. Voilà ce que je peux dire. Tu peux peut-être rajouter des choses, David, si tu veux. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, bah, ça, c'est vraiment qu'une illustration de quelques activités Ouais. que l'on fait sur le territoire, avec après plus ou moins de force, que ça dépend aussi, entre guillemets, des modes. Là, s'il faut parler ainsi, hein, des périodicités, des modes, là où les acteurs publics ont envie qu'il y ait un peu d'investissement, de développement. Voilà. C'est vrai que assez simplement, c'est de répondre essayer d'être force de réponse concrète sur un certain nombre de problématiques que rencontrent les structures. Certaines problématiques ont plus ou moins disparu, d'autres réapparaissent. On va dire qu'on fonctionne de cette façon-là. Et c'est vrai que sur le département de la Vienne, on a quand même beaucoup plus travaillé par le passé avec structures d'aide à domicile, enfin, service à domicile au sens large, qu'avec les EHPAD, même si on a eu pas mal d'échanges, mais ça n'a jamais pu bien se structurer de façon collective. On a pu avoir des échanges interindividuels avec beaucoup d'EHPAD, mais jamais de façon très collective, ce qui est un peu dommage, parce que c'est aussi ce qui sert un petit peu de rapport de force, parfois aussi avec les pouvoirs publics pour pouvoir mener certaines actions en la On matière. a pu toutefois identifier certaines initiatives intéressantes. J'en parlais il y a quelques minutes avant la vidéo, un des EHPAD à Chauvigny, où il y a la microcrèche intergénérationnelle qui a ouvert. Et donc, ça a permis aussi c'est valorisant et de relever des initiatives plutôt de mutualisation pour le coup. Donc, on essaye aussi de recenser ces dispositifs-là, tout comme l'habitat inclusif où j'en ai pas du tout parlé d'ailleurs. Donc, voilà. Et j'en profite, je vois que Madame Ardouin de Saint-Jacques-de-Compostelle est présente, donc bienvenue à vous. On va pas révoquer, on va essayer de déployer les choses. Donc, le problème Ardouin de Saint-Jacques-de-Compostelle, effectivement, aujourd'hui, on devait plutôt présenter des travaux en lien avec le département des Deux-Sèvres. Hein, donc, c'est vrai que les deux structures de la Vienne, donc j'ai relancé plutôt le format qu'on avait déjà présenté. L'idée, c'est de mettre un petit peu en abîme un certain nombre de données. Alors, tout l'ensemble de ce qu'on va vous dire là vous sera communiqué, hein, Diaporama et d'autres. Hein, l'ensemble des travaux qu'on a pu faire sur la filière, hein, sur 3 départements et sur certains éléments plus larges. Bon, ça fait quelques centaines de pages, là. Donc, c'est vraiment une synthèse très spécifique. Vous allez, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses, je pense, que vous savez très, très bien, d'autres peut-être un petit peu moins. Et je pense que pour l'essentiel, c'est comme des choses que vous avez identifiées dans vos établissements, dans votre expérience. On est donc sur un département d'âge moyen, effectivement.
voilà, avec un certain nombre d'habitants, et surtout, il faut noter que les plus de 75 ans, donc plutôt dans le public, on va retrouver les services d'aide à domicile et bien entendu les EHPAD. On sait que les années qui viennent, on verra continuer une augmentation de la part de ces populations-là dans la part globale des habitants du département. On a donc voilà, voulu identifier département par département un peu les données, et puis après des données spécifiques plutôt liées aux salariés, d'autres plutôt liées aux employeurs, et puis quelques listes de préconisations. Bon, vraiment les chiffres, vous pourrez les regarder, hein, rien de très très étonnant. Bon, si on s'intéresse au secteur médico-social, en particulier des EHPAD, à retenir, voilà, à grands traits, les 76 établissements, un peu plus de 7000 places, ce qui correspond à peu près à 4400 emplois. Donc, ce n'est pas négligeable hein, sur le territoire, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas toujours vu comme une force économique, on pourra y revenir. Hein, souvent, quand on pense aux emplois dans les métiers du care, on pense dépenses passives. Ce sont aussi des emplois directement dans les territoires où ils agissent, hein, en zone rurale en particulier. C'est souvent avec l'emploi agricole, la première source d'emploi. Parfois, c'est les premières sources d'emploi. Hein. L'ADMR du coin plus l'EHPAD du coin sont pourvoyeurs de richesses territoriales. C'est aussi une manière hein, de valoriser ces activités et métiers qui ne sont pas toujours à bon escient. On s'intéresse à l'aide à domicile, sachant qu'on n'a pas mis dans ces slides l'ensemble du spectre des salariés de particuliers employeurs hein, qui sont à peu près au même nombre que les salariés qui évoluent dans ce secteur. Donc on a voilà un nombre de SAD, services d'aide à domicile, à peu près constant. Hein, des fusions au regroupement ces dernières années. On n'est pas dans des choses voilà qui ont beaucoup fluctué. Généralement, aujourd'hui, ça ne fluctue pas majoritairement dans les territoires. À noter, c'est vrai que quand on parle du fort poids associatif, évidemment, dans un département comme le nôtre, on va avec les 47 associations locales. Le poids même de l'ADMR est lui-même très important. C'est une fédération, ce sont aussi des associations. On les note en tant que tel que chaque association est employeuse. Quand on regarde les entreprises privées, effectivement, elles ont réussi à développer leur activité hein, depuis une quinzaine d'années voilà, en prenant une place de plus en plus importante, tant en nombre de structures aussi qu'en nombre de salariés, qu'en nombre de personnes servies. Hein, ça, c'est à noter. Quant au CCAS, eh bien, on n'en a plus beaucoup. Hein, on a 5 hein, qui, aujourd'hui, dans le département de la Vienne, font de l'aide à domicile. Hein. Il y a CCAS Poitiers, Luxerolles, Saint-Benoît, plus Châtellerault, ainsi qu'un petit CCAS à Bonne, qui a son service d'aide à domicile. On voit que ça ne semble pas être le cas sur le département, sur le Grand Poitiers, mais sur Châtellerault, on voit bien que les activités du CCAS sont en fort recul et que le service d'aide à domicile a de grandes chances, en tout cas par à-coup, de disparaître. C'est une tendance nationale. Les collectivités, voyant qu'il y a une offre déjà existante portée par l'associatif ou le privé, lucratif, ont tendance à abandonner leur investissement dans ce type d'établissement. En tout cas, la partie soutien à domicile. Dans le champ de la petite enfance, eh bien, on est sur un certain nombre de structures. Il y a un assez bon développement, il y a une volonté assez dynamique de la CAF hein, aussi, de vraiment mailler les territoires avec un nombre de crèches conséquentes, des relais petite enfance voilà, qui ont bien, voilà, qui couvrent à peu près tout le département, les MAM, une maison d'assistance maternelle, à fort développement. On est sur un nombre d'emplois plus léger, hein, 600 emplois estimés. C'est toujours un peu dur d'avoir des chiffres spécifiques. Mais avec, aujourd'hui on s'intéresse nous à la petite enfance, c'est que pendant très longtemps l'aide à domicile était déficitaire hein, en termes d'attractivité. On peut dire que les points d'attractivité ont commencé à percuter de façon significative les établissements médico-sociaux et les EHPAD à partir du début des années 2020. Et puis, le champ de la petite enfance a enchaîné. Donc, aujourd'hui, on va dire tous les grands métiers du care, hein, des grands soins. Je parle même pas du métier de la santé, hein, vraiment, ça s'arrête là.
sont aujourd'hui impactés par ces aspects. C'est pour ça qu'on a voulu mener une enquête un peu tout venant, compte tenu du fait qu'on est sur des métiers proches, entendu pas avec les mêmes reconnaissances, pas les mêmes activités, mais tout de même qui font partie d'une même grande famille, au-delà des conventions collectives et des lieux, des publics où ces métiers s'exercent. Bon, je ne m'appesantis pas trop sur les métiers majoritaires, on les retrouve assez aisément. Sur les rémunérations qu'on a pu identifier sur le territoire, on est sur des écarts assez significatifs, ça va dépendre de plein de paramètres, évidemment. Si on s'intéresse un peu à l'aide à domicile, on voit bien qu'il y a une différence nette entre les salaires moyens ou le secteur lucratif ou le secteur du côté des associations, évidemment, les conventions collectives. Il y a plusieurs conventions collectives pour les mêmes métiers. On a des impacts assez nets de la rémunération, puisqu'on n'a pas les mêmes prises en charge pour les transports, pour les rémunérations de nuit. On peut dire que globalement, mais ça, c'est pas à l'échelle locale qu'on arrivera à gérer cela. C'est vrai que la multiplication des conventions collectives, peu importe les métiers, des réglementations ne favorisent pas une vraie homogénéisation salariale et voilà, donc on a aussi ça peut avantager certains établissements d'avoir des salaires plus élevés, mais on voit bien que c'est plus compliqué que ça et c'est surtout une source de très grande difficulté pour les salariés de se repérer dans cette pluralité et de métiers, d'activités, de rémunération et de conditions de travail. Les formations et diplômes, je ne m'appesantis pas trop. Ce qu'on a essayé de chercher aussi sur le département principalement, c'est les constats transverses aux trois secteurs, en synthèse évidemment. Quelles sont les difficultés des employeurs? Là aussi, je pense que il faut s'y reconnaître aisément, pénurie de candidats qualifiés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même des choses qui sont devant. Les salaires peu attractifs, en tout cas, tels que exprimés par les salariés, parfois par les employeurs. Il y a eu des efforts de fait sur les différentes branches ces dernières années. En tout cas, semble-t-il pas suffisant. Donc, on a ces deux dimensions qui ressortent avec force. Il y en a après simplement les questions de conditions de travail, alors que ce soit les questions de charge physique, émotionnelle, psychologique. La question des horaires, aujourd'hui, ça posait beaucoup. Enfin, les questions d'horaires ont toujours été un sujet, notamment en particulier pour l'aide à domicile, puisque du coup, on était sur des horaires matins, des horaires soirs, donc des horaires très fractionnés. Mais on le note dans les établissements médico-sociaux aussi, le fait d'avoir les intervenants qui vont travailler un peu plus tard le soir, le week-end, etc. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont largement partagées. Ce sont des demandes des salariés plus fortes. Et là, bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, compte tenu du fait que les bénéficiaires ne sont pas bénéficiaires, eux, à mi-temps. Il y a des besoins constants. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels il est très difficile de répondre. Et après viennent ensuite les questions de reconnaissance, manque de reconnaissance métier, dans lequel on va mettre beaucoup de choses côté salarié. Et puis la concurrence, alors d'autres secteurs. On sait qu'avec certains types d'activités de métier, pour les salariés les moins qualifiés des filières, il y a pas des reconversions, mais on peut tout faire de vie ou femme employés de ménage et travailler, pourquoi pas, aussi auprès de collectivités, sinon faire du nettoyage aussi dans des locaux industriels, enfin, locaux, voilà, bureaux, etc. Donc, sur certains métiers peu qualifiés, peut-être parfois moins regardants, on a ces difficultés-là, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs qui ont des difficultés de recrutement et qui peuvent s'amuser à débaucher les salariés, sinon leur proposer ou leur faire croire des conditions meilleures, ou leur proposer un complément d'horaire, etc., etc. Voilà, les constats sont aussi un peu très évidents. On a un territoire très hétérogène. Sur le seuil du Poitou, c'est à Poitiers-Châtellerault, une dynamique urbaine forte et un reste, grosso modo, c'est presque un grand désert vert. Si on raisonne en termes de renouvellement générationnel, la question c'est que les pouvoirs publics ne sont pas tout à fait au rendez-vous à ce sujet, on sait qu'on va avoir des vieillissements, le vieillissement est déjà engagé. Les baby boomers sont déjà depuis une bonne dizaine d'années, certaines fois les premiers en retraite, vont arriver dans des âges où il y aura des besoins de plus en plus forts. Ça c'est une chose. Donc il y a déjà le public, mais il y a aussi les salariés eux-mêmes
ils sont relativement âgés, et on sait qu'il y a des taux de départ, ça c'est un peu documenté, c'est dans la Vienne ou ailleurs, assez forts. Alors, les employeurs arrivent à les estimer quand ils font un peu de gestion professionnelle des emplois à compétences. Mais voilà, plus de départs que prévu, beaucoup de départs, et c'est ce qui fait le lien avec l'autre point, c'est l'offre de formation. Aujourd'hui, dans un département comme le nôtre, on est en fort déficit. Alors, c'est pas tant d'établissements, parce que les établissements sont là, mais de places accessibles, sinon de remplissage des formations. Voilà, le fait qu'il y ait un manque d'attractivité fait que voilà, aujourd'hui, on estime grosso modo que toute formation dans les métiers du care, hors, on va dire, métier d'infirmier, etc., grosso modo, on sort à peu près 400 nouveaux salariés par an par la formation sur le territoire, hein, formation initiale, continue, ou accompagnée, hein, façon de formation financée par France Travail, par exemple, là où il y a, estimé par les employeurs, environ 2000 besoins de recrutement nouveaux chaque année. On pense au départ, à la croissance de l'activité. Donc, vous voyez bien quand même, il y a un delta, même si je suis très optimiste, il y a 4 départs pour une arrivée, quoi. C'est quand même un problème structurel. Alors, en EHPAD, on n'a pas constaté ces chiffres-là. En tout cas, pour d'autres raisons, il peut y avoir des freins, mais on sait que aujourd'hui, il y a un peu moins de salariés dans les structures de services à domicile, alors que les besoins sont plus forts, parce que tout simplement, les structures de services à domicile n'ont pas les salariés pour mettre en face des besoins des bénéficiaires. La pénibilité et l'épuisement sont des choses à constater depuis une vingtaine d'années. Hein. Oui, on va fêter quasiment les 20 ans d'augmentation continue. Je ne sais pas s'il faut fêter cela de sinistralité dans le secteur. Hein. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans le secteur, si on pense sur ces 3 métiers, peut-être un peu moins à la petite enfance, différentes raisons, mais pour les métiers des services médico-sociaux et des services d'aide à domicile, voilà, on est sur des structures qui connaissent le plus grand nombre d'accidents du travail, de maladies professionnelles. Depuis 2014, il y a plus même de décès dans ces métiers-là que dans le secteur du bâtiment. Et aujourd'hui, on constate en parallèle, au regard nous-mêmes des échanges avec les partenaires, mais on va faire quelques échanges là, sur des rencontres sur la question de la prévention des risques pro, mais ce ne sont que des rencontres, autour un retour des pouvoirs publics sur un tel sujet qui reste très, très, très limité. C'est aussi la responsabilité des associations, des structures, des entreprises d'y répondre. Mais c'est tout de même un sujet, puisque ça ne fait qu'augmenter. Voilà. Et puis, bon, une attractivité financière qui apparaît toujours assez faible, en tout cas tel que avec les salaires entrée de gamme limités, des écarts, je n'entends pas l'État, avec les conventions collectives et entre les secteurs, un petit peu secteur public, privé ou associatif, et peu de perspectives d'évolution, tout du moins rapide, ou en tout cas en interne, hein, évidemment. Si vous démarrez un salarié qui fait un cursus, qui va rentrer d'abord dans une structure de service à domicile, on peut espérer qu'il évoluera après dans du médico-social, pourquoi pas dans le champ de la santé pure. Et c'est pas toujours, c'est-à-dire que quand même, quand votre salarié évolue, il a tendance à sortir finalement de votre structure. C'est pas forcément ce que les opérateurs souhaitent. Donc, ça pose aussi des questions de structuration. Comment on peut faire pour non pas coincer les salariés, ce n'est pas légal, et de faire en sorte que les sorties, il y a des diplômes, il y a un souhait d'évolution de carrière, puissent être mieux encadrées afin que les structures ne se retrouvent pas sans salariés. Si l'hôpital dévalise un EHPAD, vous voyez ce que je veux dire, ça pose un problème dans un sens comme dans un autre, le cas échéant. Donc, on a des problématiques de ce type-là dans le département. Et donc, en synthèse, ça reprend beaucoup des éléments que j'ai évoqués. Quand on parle de 6500 emplois, c'est vrai qu'on oublie, alors un peu délibérément, parce qu'on n'a pas trop travaillé cette question-là sur le département de la Vienne, les salariés du particulier employeur qui pèsent quasiment à eux seuls, autant que l'ensemble des emplois du CARE qu'on trouve en structure. Donc, on n'est pas à moins de 12-13 000 emplois. Encore une fois, les estimations sont toujours un peu compliquées parce qu'on n'a pas les mêmes sources d'information. Mais donc, sur un secteur qui pèse, aujourd'hui, c'est environ
si on parle en rémunération sur un seul département comme celui de la Vienne, on n'est pas loin des 150 millions, 170 millions d'euros de salaires versés c'est hors champ de la santé, hein, j'entends, à ces salariés. Donc ça pèse dans l'économie locale d'un département. Et c'est très intéressant de pouvoir aussi le valoriser comme ça. Et un certain nombre de priorités diverses. La priorité, c'est de trouver des emplois, c'est aussi peut-être de mutualiser, de réfléchir au recrutement dans des logiques territoriales, à condition de parvenir avec les employeurs, différents employeurs du territoire, à avoir des démarches concertées. L'amélioration de la qualité de vie au travail, du côté de la petite enfance, avec une forte envie, des forts développements autour des maisons d'assistantes maternelles. Ça suffira. En tout cas, c'est un souhait très, très exprimé. Et puis, maillage territorial rural, la réalisation des métiers, une coordination par le CR2A, c'est les cerises sur le gâteau. On est très content aussi quand les acteurs eux-mêmes s'organisent pour faire les choses. On essaie de ne se faire que les aidants de dynamique qui, quelquefois, sont initiés par nous, mais la plupart du temps, qui sont initiés par les acteurs eux-mêmes. Voilà, là, c'était un très rapide. Il y a beaucoup de tours de vue pour le département de la Vienne. Tenez plus large là-dessus. Je vais, ça attire quelques commentaires ou questionnements, parce qu'après, je vais présenter rapidement. Voilà. Au département de la Vienne, je vous dis sur positionnement employeur et salarié, mais j'aurais voulu avoir peut-être un petit retour sur voilà, parce que vraiment, j'imagine qu'il n'y a pas trop de surprises sur les constats, sur les chiffrages, mais voilà, un commentaire aussi sur illustrer certains de nos propos. C'est rassurant si ça correspond à ce que vous voyez. Cela étant. C'est la question quand on pose des questions. Rassurant, mais effectivement, oui, c'est tout à fait ce qu'on observe au quotidien. Après, peut-être une modération sur le fait enfin, nous, je vois en général, les nouveaux entrants, les personnes qu'on recrute, on est plus sur des personnes justement plus jeunes et en général, premier emploi, un trait diplôme. D'accord. D'accord. En tout cas, formation qualifiée. Vous avez une explication, ça, parce que je ne pense pas. Alors, nous, l'étude, elle n'a pas été faite il y a 100 ans, mais elle s'est achevée il y a 6 mois. Donc, on a des données, on l'a fait entre mi-2024 et mi-2025. C'est intéressant parce que c'est pas forcément la tendance de fond là-dessus. C'est un choix, c'est un peu un hasard des recrutements, enfin des candidatures, ou vous avez quelques lignes d'explication? C'est intéressant. Très honnêtement et très sincèrement, j'aimerais avoir le choix, mais il n'y a pas moult choix à avoir parce qu'on n'a pas de candidatures, notamment, comme vous le disiez très justement, sur les personnes qualifiées. Après, je sais qu'on travaille beaucoup, nous, avec les écoles, les instituts de formation. On reçoit beaucoup de stagiaires. Enfin, quand je dis beaucoup, il y a toujours un stagiaire dans l'établissement, si ce n'est plusieurs. Peut-être que c'est grâce à cette dynamique-là et au lien avec les écoles qui fait qu'on est peut-être plus connu sur notre territoire, je ne sais pas. Mais encore aujourd'hui, la candidature qu'on a reçue, c'est une aide-soignante qui a été diplômée là en fin d'année dernière. Donc, D'accord. Non, mais c'est intéressant parce que je vous dis cela parce que alors là, en tout cas, notre étude, encore une fois, avec toutes les limites de ce type de travaux, il y a parfois des choses un peu gros comme des baleines au gré des questionnements qu'on pose, enfin des questions qu'on pose, finalement qu'on voit pas, mais parfois on voit des inflexions assez rapides. C'est pour ça que je voulais entendre un petit peu ce que vous disiez, parce que on peut aussi avoir un retour nous-mêmes. Je prends un exemple tout bête, mais pendant des tas d'années. Alors, il y a eu un vrai déficit depuis très longtemps. On fait des informations collectives, il faut présenter les métiers, etc. Puis à la fin des années 2010, il y avait très peu de monde qui venait dans les informations collectives. Grosso modo, à partir de 2015, il y a eu une baisse continue. Donc on se dit vraiment là, pénurie. Et puis il y a eu le Covid qui a encore plus bloqué les choses. Et puis petit à petit, à partir de l'après-Covid, en fait, un public de retour. Alors qui n'était pas de même nature qui était plus précaire, pour être très clair, et plus éloigné de l'emploi, donc des gens qu'il fallait renvoyer vers de la formation, et qui
public ça n'a pas baissé substantiellement. C'est-à-dire que depuis 3-4 ans, on a voilà un public qu'on aimerait voir plus, au sens en avoir plus et avoir des gens qui sont vraiment qualifiés qu'on pourrait renvoyer vers les structures. Mais quand même, l'intérêt pour les métiers est revenu. Après, est-ce que ça fabrique des salariés? Ça, c'est un autre sujet, parce que c'est toute les publics qu'on reçoit sont très précaires, fragiles, donc peu employables immédiatement. Et est-ce que ça fait des salariés qui restent, même quand ils ont été formés, etc., c'est des sujets. Mais cela étant, on ne sait pas exactement bien l'expliquer non plus, cette infection-là. La baisse du nombre de personnes qu'on voyait dans nos locaux, oui, un peu, parce qu'il y avait des effets de pyramide des âges, il y a eu des effets multiples. Voilà, bon, puis même il y a la sociologie des gens qui viennent dans les métiers. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de personnes d'origine étrangère, enfin, en tout cas sur les zones urbaines, c'est très très clair. Donc, ça heureusement d'une certaine manière, mais ça pose aussi d'autres problèmes par rapport à la maîtrise de la langue, etc., etc. On voit des questions culturelles, mais c'est beaucoup la maîtrise de la langue, puis parce que c'est reste aussi beaucoup des femmes, donc avec des problématiques. Dans nos sociétés, on laissait l'éducation des enfants aux femmes, etc. Vous voyez, enfin toutes les problématiques qu'il y a de garde d'enfants à côté, donc peu d'arrivée d'hommes. Mais bon, voilà, c'est pour ça que c'est intéressant. Et quelquefois, il y a des dynamiques aussi locales, territoriales, liées à des organismes de formation, un écosystème qui favorise tout ça, quoi. S'il n'y a pas de questions, bon, j'essaie de continuer en étant synthétique. Alors, il faut que je vous dis, on a d'abord, enfin, parallèlement, et enquêté auprès des salariés et auprès des employeurs pour voir ce qui fonctionnait ou pas. Alors, je vous passe un petit peu les modalités de l'enquête sur des choses assez classiques, sous forme de questionnaire, et on est allé chercher les salariés. Donc, évidemment, bon, les profils, on n'est pas très étonné, je ne veux pas trop vous commenter. Voilà, l'âge moyen, en tout cas des répondants, correspond assez fortement à l'âge moyen qu'on a en structure. Alors peut-être pas dans votre établissement, mais généralement, c'est comme la tendance toujours d'avoir des quinquagénaires, seconde, troisième partie de carrière. Et là, c'est très marqué dans les services à domicile. Ça est certainement moins dans la garde d'enfants. On a plutôt là des profils plus jeunes, mais pèse moins en valeur absolue et donc relative. La position du permis qui est souvent un frein, surtout pour le domicile, mais peut l'être aussi quand on est en zone rurale et qu'on n'a pas d'EHPAD à portée de bus, quoi. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être présentes. Sur les activités employeurs, je vais passer aussi. Alors, bon, sur les conditions d'emploi, c'est aussi quand on pose des questions, c'est aussi un moyen d'échanger avec les acteurs publics. On est quand même sur un secteur d'activité, sur des secteurs d'activité qui, certes, pas toujours offrir du temps plein, mais parviennent très facilement à offrir des CDI, ce qui quand même donne certaines garanties, des possibilités pour les intervenants de pouvoir construire un certain nombre construire leur vie, d'avoir des crédits et autres. Le temps partiel, très fréquent, souvent subi, mais c'est beaucoup plus complexe que cela. On a posé d'autres questions, on pourrait aller plus en détail. Il est souvent subi, mais il n'est pas ultra majoritairement subi. Et il y a des enquêtes au niveau national de la DARES, qui est une institution qui siège auprès du ministère du Travail, qui fait régulièrement des enquêtes. On a des secteurs où, en général, où l'emploi partiel est subi, alors que les salariés voudraient travailler plus. On est dans des secteurs qui sont naturellement usants, même si on faisait tout bien, et dans lesquels, alors on a d'une part des salariés qui vont continuer à avoir des aides sociales à côté, donc ils vont pas forcément aller tendre vers un temps plein. Et puis, on voit beaucoup de limitations. Là aussi, on le voit dans le secteur du domicile, beaucoup de limitations finalement. Ça vont plutôt s'arrêter à 30 heures que de faire un 35 heures pour aussi préserver leur santé, préserver un certain nombre de choses. Et puis, c'est une petite tendance devenue de fond, de ne plus consacrer à peu près tout dans le travail. Donc, évidemment, on préfère être payé plus et travailler moins. Mais ça, bon, je pense que c'est un peu le commun d'à peu près de beaucoup d'entre nous. Donc, il y a un peu cela qui est arrivé dans le secteur. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un certain nombre j'ai pas mis de pourcentage, mais on est sur quand même, on a bien sûr une petite majorité, je crois qu'on est à autour de 55% de temps partiel subi, 45% de travail partiel non subi.
choisi. Donc, on est sur des équipes qu'il n'y a pas dans d'autres secteurs non plus, majoritairement. Après, il faut regarder au cas par cas, évidemment. Bon, les salaires sont jugés insuffisants, mais aujourd'hui, bon, là aussi, je pense qu'on enquêterait partout dans beaucoup de secteurs. Les gens ont des besoins de rémunération peut-être plus forts. Le coût de la vie a beaucoup augmenté. Voilà, bon, c'était des réponses qu'on avait déjà sur des enquêtes plus anciennes. Les difficultés financières, alors qui peuvent s'ajouter. Je pense que la question des familles monoparentales joue aussi beaucoup hein, dans ces aspects-là. Encore une fois, on est sur des métiers féminins, enfin, hélas, j'allais dire, hein, trop féminin. Et évidemment, s'il y a un ou plusieurs enfants, on est tout de suite devant différentes difficultés. Voilà. Les cumuls d'emploi, alors sur des métiers, alors quelquefois, bon, cette question autour du cumul d'emploi, on l'a peut-être pas poussé quelquefois au cumul d'emploi. Là aussi, je prends des exemples parce que dans l'aide à domicile, on est plus de fractionnement des choses, mais on peut travailler dans plusieurs structures. C'est un peu moins vrai en EHPAD, en tout cas pour les personnels typés soignants, infirmiers, etc. Bon, généralement, ils travaillent que dans un établissement, il y a une grande majorité, mais dans le domicile, ils peuvent travailler le matin dans une entreprise, l'après-midi pour le compte d'une association ou un particulier employeur. Donc ça, c'est des choses comme ça. Donc la question, elle est double. Cumul d'emploi, ça peut être aussi dans d'autres secteurs d'activité. On a beaucoup de porosité assez forte entre les travails du care et par exemple le travail dans le commerce ou les services. Quoi. On voit que il y a une recherche réciproque dans les deux activités d'être en lien avec les personnes. C'est bien entendu, il n'y a rien à voir dans le contenu du métier, mais dans des métiers de lien, quoi, d'une certaine manière. Et les amplitudes horaires, qui là, si on pouvait comparer sur des enquêtes qu'on a fait par le passé, évidemment, je pense que les questions ont toujours été notées, les amplitudes horaires, mais aujourd'hui deviennent un problème majeur dans les recrutements, dans le maintien. Je connais des établissements, alors pas médico-sociaux, mais pas qui s'occupent pas de personnes handicapées, proprement dit, aux personnes âgées. Bon, en fait, grosso modo, parce que c'était possible que la population ne font plus travailler les salariés le mercredi après-midi, ils font travailler les salariés le samedi après-midi. Le dimanche, c'était fermé traditionnellement. Bon, voilà, donc c'est problématique, c'est que ça génère beaucoup de problématiques de service. Et quelquefois, c'est pas possible, quand ça peut vraiment être des établissements en très, très grande difficulté quand les salariés n'acceptent pas cela. Et on le voit, nous, sur le domicile. Et en plus, on voit par le système d'accompagnement, mais tous les employeurs le disent, hein, les salariés vont demander, grosso modo, des horaires de bureau. Là, vous êtes avec des gens dont vous devez préparer le repas ou autre. Donc, vous voyez, c'est un peu, c'est assez problématique comme type de positionnement. Et beaucoup de personnes, jeunes ou moins jeunes, s'imaginent pas que c'est pas possible d'offrir des contrats de travail de cette nature-là. Enfin, pas possible. C'est pas un moment entre 14h et 17h qu'elle a plus de besoin de manger, par exemple, quoi. Enfin, la toilette, c'est plutôt le matin, etc., etc. La note, quand même, dans les différents questionnements qu'on posait, c'est le choix du métier qui est quand même, malgré tout cela, ce sont des métiers qui sont toujours choisis. Alors, quand souvent, c'est peut-être un peu moins vrai, mais il n'y a encore pas très longtemps, vous évoquez, j'avais compris que même des acteurs du service public de l'emploi ou des administrations, etc., oui, c'est que des emplois de tout venant, hein. Oui, c'est des emplois pas choisis, subis, etc., de second choix, troisième choix. Bon, la réalité est beaucoup plus très différente. On a une très grande majorité des personnes qui choisissent ces métiers-là, parfois en connaissance de cause de l'ensemble des caractéristiques qui sont là. Parce que ce sont des métiers, on a des termes de vocation qui sont utilisés. Des fois, la vocation, on l'évoque ça dans des professions médicales, je vais pas dire aussi des vocations religieuses, mais c'est un terme très fort, mais ce sont des termes qu'on entend de la part de salariés, y compris de base, quoi, là-dedans, le fait de s'engager fortement. Après, voilà, je souhaiterais une meilleure reconnaissance compte tenu de l'utilité sociale de ces métiers-là, mais la plupart du temps, les structures n'ont pas de marge de manœuvre pour payer cette reconnaissance-là, tant bien même qu'elles voudraient. Il y a des conventions collectives, c'est pas qui bouge là, il y a des tarifs contraints, enfin etc., etc. Donc sur la satisfaction au travail, donc il y a beaucoup d'éléments, hein. Là, on a ciblé que ce qui ressort, hein, par rapport aux nomenclatures qu'on avait mis, hein, donc sur le contact avec les bénéficiaires, la variété des tâches, l'autonomie dans le travail, le sentiment d'utilité sociale. Bon, sur les inconvénients, je ne reviens pas trop, on l'a évoqué.
Déplacement professionnel, c'est beaucoup pour les services d'aide à domicile, mais ça peut aussi être, voilà, quand on est loin de l'établissement dans lequel on travaille, ça peut être un frein, comme ça peut être un frein pour d'autres métiers, hein. Donc, on n'a pas toujours des salariés qui sont tout juste à côté. Mais bon, la problématique se pose beaucoup pour les salariés du domicile. Transport trajet, bon, je ne sens pas là-dessus. C'est vrai que demeure un problème important, c'est sur l'indemnisation. On fait une réunion d'ailleurs ce matin à Angoulême, enfin, on est à Angoulême, et donc on a une réunion ce matin sur le sujet où effectivement le tiers de vie, voilà, une fois, enfin, dans certaines structures, une fois que vu que les coûts de transport ne sont pas complètement couverts, sont beaucoup de leur poche, quoi. Schématiquement, sur 1000 euros qu'elles vont toucher par mois, il y a quasiment 20% qui vont être consacrés aux dépenses de transport et de trajet sans être compensés en totalité, parce que les conventions collectives ne le permettent pas. Au travail, donc quand on là aussi, hein, on a fait des gros paquets, hein, pour voir un peu les grandes tendances. Avec la hiérarchie dans les employeurs, ce qui est assez étonnant, c'est que là, on aurait pensé qu'il y aurait une très forte dégradation compte tenu de la situation en général. On ne voit pas qu'il y ait de très forte dégradation entre la relation employeur-salarié. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tensions, mais ça se transforme pas, voilà, en difficulté plus, en tout cas par rapport à ce qu'on pouvait connaître auparavant. Alors là, on aurait pu supposer que les choses les choses étant un peu bloquées actuellement, je dis pas qu'il n'y a pas de mouvement de grève dans certains établissements, qu'il n'y a pas parfois des arrêts de confort, du litige prud'homal, etc. Mais on n'est pas dans des tendances, semble-t-il, explosives. Ça ne veut pas dire que la situation était super bonne auparavant, mais avec les collègues, on a plutôt un taux d'appréciation important, global, autour de 3/4, des salariés se sentent globalement avec leurs collègues. Alors avec des grandes différences, hein, entre des salariés qui ont travaillé dans une crèche, un établissement médico-social, où là, on croit ses collègues, là où quand on a des structures d'aide à domicile où les salariés nous disent oui, on s'entend très bien avec leurs collègues, alors même qu'ils ne les croisent jamais. Bon, évidemment, peut-être que ça facilite les bonnes relations, mais il n'y a pas il y a pas tant de variables que ça d'un type d'établissement à l'autre. Voilà. Est-ce que la question l'a bien posée à revoir? Voilà. En tout cas, c'est ce qui ressortait. Bon, généralement, avec les intervenants extérieurs, voilà, collaboration appréciée, et puis avec les bénéficiaires familles, bon, c'est ce qui donne généralement la principale satisfaction. Avec un petit bémol quand même aussi sur les familles, où là, effectivement, il semblerait quand même que il y a une distinction qui se fait entre bénéficiaires et familles, où la relation aux familles devient un peu plus complexe, c'est-à-dire autour de l'entourage immédiat, l'entourage dit naturel, hein, de la personne aidée. En fait, il y a soit un très grand, pas abandon, mais un très grand écart, enfin, une très grande mise à distance de la famille, soit effectivement une forme, pas d'ingérence, hein, les termes sont forts, mais voilà, une volonté un petit peu de contrôler ce qui se fait, ce que fait le professionnel avec la personne aidée, ce qui peut être là problématique. Mais globalement, une très grande source de satisfaction. Santé au travail, évidemment. Stress au travail fréquent, évidemment que c'est des choses qui apparaissent plus fortement. La charge de travail peut être très variable d'une saison à l'autre, d'une période à l'autre, du nombre d'arrêts maladie des collègues aussi, hein. Si l'équipe tient un choc, ça va. Si l'équipe est déjà déstructurée, qu'on doit remplacer ses collègues, c'est compliqué. L'alerte, là, c'est pour ça qu'on l'a mis plus en rouge, c'est tenir jusqu'à la retraite. On a des salariés souvent âgés, mais qui ont encore beaucoup d'années à faire. Et pour des raisons multiples, qui sont des problématiques de santé naturelles liées au vieillissement, mais qui peuvent être accrues au regard du type d'activité de métier, là, on a beaucoup de salariés, voilà. D'autant que les réformes de retraite successives ont un peu augmenté le possibilité de départ en retraite effective. Donc, ce qui se passe, c'est beaucoup d'inaptitude. Ça, c'est un énorme sujet sur lequel il n'y a pas actuellement, à ma connaissance, de vraies réflexions. Comment travailler ça? Parce que c'est en fait une inaptitude, un échec absolu pour toutes les parties prenantes. Pour d'abord l'individu, pour la structure, c'est un coût énorme pour la société. Donc, comment agir là-dessus? Ça mériterait quand même quelques expérimentations pour éviter justement l'inévitable en la matière.
La formation, bon, on est sur les choses bon, assez connues, il y a pas les principaux diplômes voilà, que demande qu'on passé, enfin, qu'ont suivi les stagiaires. Il y a quand même beaucoup de salariés qui occupent des emplois aujourd'hui qui ne sont pas complètement ceux qu'ils étaient censés occuper en définitive. Et puis, c'est vrai que on a finalement sur les anciennes générations de salariés, dans ce qu'on a repéré, plus de gens formés que dans les nouvelles générations. Pour tas de raisons aussi. On l'a évoqué au départ, le nombre d'établissements, enfin le nombre de formations, la faible nombre de pas de, et à la fois de place et de capacité à faire des formations, même complètes. Hein. Pour un exemple tout bête, là aussi c'est des choses qu'on gère au quotidien. Vous avez des personnes qui ont suivi un accompagnement professionnel, ils vont aller passer un titre assistant de vie aux familles financé par France Travail ou un autre cours. Bah, le problème qu'il y a, c'est que la personne va avoir le titre, mais pas de façon complète. Donc, après, dans les conventions collectives, vous allez, il y a trois modules, j'ai oublié le terme en interne, enfin, il y a trois modules internes au titre pro, et si c'est France Travail qui le finance, il en financera 2 sur les 3. Alors, certes, vous êtes employable, mais vous n'avez pas le titre correctement. Donc, on se doit aussi avoir une très grande complexité entre une adéquation entre le travail fait à faire et la nature des diplômes quand ils sont que partiellement obtenus. Puis, j'insiste toujours beaucoup sur le domicile. Encore une fois, dans le médico-social pur, on a quand même des règles plus strictes, donc ça tient un peu plus le choc. Mais on a quand même beaucoup d'arrivées de salariés non diplômés, très faible expérience, parce qu'il faut des gens en face des usagers ou des bénéficiaires. Donc ça, c'est compliqué. Voilà, il y a une dizaine d'années, c'était très limité cette possibilité-là. Aujourd'hui, les pouvoirs publics, en tout cas du côté du domicile, à partir du moment où, grosso modo, le salarié semble pouvoir faire le job, d'une part, il y a un engagement de l'organisme de formation de faire quelques heures d'intégration, tutorat, formation en interne. Bon, ben, on a des salariés qui partent comme ça, sauf que la qualité du travail, elle n'est pas au rendez-vous, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Ce qui va créer, il y a des évaluations qualitatives sur le comportement, en tout cas des usagers bénéficiaires, on se retrouve avec des taux de résultats très faibles. Alors, la formation professionnelle, aujourd'hui, on a parlé de la formation plutôt initiale, un des atouts, ça aurait été aussi de pouvoir former, comme ça se faisait il y a déjà longtemps, les salariés sur place. Mais, il est assez facile de voir que les freins identifiés, que ce soit le manque de temps, difficulté de remplacement, ou d'offres insuffisantes, on aurait dû dire aussi, et non identifiées. Il y a ces choses-là qui font qu'on n'identifie pas toujours l'offre de formation territoriale ou les organismes qui sont en capacité d'offrir une formation. Donc ça limite, c'est résolvable. Cela étant, à un moment donné, le gros problème, c'est la difficulté de remplacement. Faire partir des salariés en formation, sur temps de travail, autres. Ces salariés remplacés aujourd'hui, c'est devenu très compliqué, donc il n'y a pas d'empressement à le faire. Et complètement, parfois, pas possible. L'ancienneté, là, on était vraiment sur des échelles très larges. J'ai revu un petit peu sur les constats, métier féminisé, vieillissant, forte motivation malgré les difficultés, rémunération jugée insuffisante, manque de valorisation, et la moitié des salariés, et puis la moitié estime que le travail influence leur santé, ce qui est assez facile à estimer. À contrario, c'est vrai qu'on se rend compte, pour suivre un peu, nous, dans nos propres activités, l'intégration des aides techniques, en général pour les particuliers, mais aussi en appui aux salariés, aujourd'hui, qui reste insuffisant. Par méconnaissance, parfois des directions, mais aussi simplement une difficulté de financer les aides techniques adéquates pour pouvoir faire en sorte que les salariés puissent travailler. Et les salariés aussi qui n'aiment pas ces aides techniques, c'est encore un autre sujet. Mais ce qui permettrait d'atténuer cette dégradation de la santé liée au travail, notamment. Ouais, pour en terminer, les axes, on va être plutôt
en fait, dans l'ordre des choses, hein, conditions de travail, d'une part. Alors moi, je regrette, pour travailler depuis longtemps dans le secteur, de voir que les conditions de travail, je pense que c'est un vrai sujet pour les employeurs, pas forcément soit bien formés pour pouvoir gérer cela, euh, et en tout cas en capacité de pouvoir offrir des solutions immédiates à l'échelle de l'établissement. Mais c'est vrai que de côté des pouvoirs publics qui se sont appesantis sur ces sujets-là il y a quelques années aujourd'hui, très léger, hein. Je prends toujours cet exemple-là. Mais il y a un plan régional de santé au travail, hein, signé par l'État et la région notamment. Et dans ce plan régional de santé au travail, vous avez énormément de pistes d'action, enfin plus de pistes, des actions sur plusieurs années à mener. Il n'y a pas une seule fois, des métiers du care, le médico-social, le service à domicile, petite enfance, ne citez pas une seule fois. Alors ce sont les secteurs les plus exposés au risque de santé au travail. Dans l'ancien PRSC, il y avait eu. Là, les publics se sont dit, pendant 4 ans, finalement, c'est pas une priorité. Le problème qu'il y a, pas de priorité dans ce temps-là. La sinistre a été poursuit son cours. Les employeurs ne sont pas encouragés et ne sont même pas informés des dispositifs, même publics, hein, sur le sujet. Donc, c'est très difficile à mobiliser. La formation, qui là serait pas d'analyse de pratique, là on est un peu sur des choses voilà, qui permettent aussi de travailler le collectif, mais dans les demandes de formation, on a beaucoup de choses aussi sur les formations autour des maladies neurodégénératives, etc. On a maintenant dans les établissements au domicile, il y a quand même beaucoup de populations qui ont des pathologies différentes. Même quand on est soignant, qu'on n'est pas censé, ou auxiliaire de vie, on n'est pas censé, on n'est pas médecin, donc on connaît tout le dossier médical, mais de pouvoir évoluer avec des populations comme celle-ci, ça nécessite voilà, d'être formé. Ça, ce sont des choses qui génèrent beaucoup de frustration de la part des salariés sur les formations très techniques. Et même si ça se fait parfois, hein, les établissements, encore une fois, le font la plupart du temps dès qu'ils le peuvent, c'est vraiment très difficile. Donc ça, c'est des pistes de réflexion à mener. Comment, aujourd'hui, de façon collective, entre établissements ou individuels, il est possible de pouvoir mener malgré tout des formations, des sensibilisations pour que les salariés soient plus à l'aise avec certaines pathologies notamment. Connaissance métier, là, la difficulté, c'est qu'on va avoir, peut-être c'est un des points les plus compliqués, parce que là, ça se décide peu à l'échelle d'un établissement. Très rare que ça puisse se faire, à part sur quelques avantages ici ou là. Donc là, on est plutôt sur une réflexion plus globale et outils et moyens. Donc, effectivement, il y a différentes pistes. On a noté plutôt les choses qui étaient venues. On aurait pu faire tout un laïus sur le numérique et les salariés. Il n'y a pas un côté complètement réactif aux outils numériques. Après, c'est qu'est-ce qu'on appelle le numérique, pourquoi faire, comment, est-ce que le matériel est fourni par l'employeur ou pas. Voilà. Et peut-être, avec des guillemets, que les générations qui arrivent là sur le marché de l'emploi sont moins réactives, en tout cas sur certains dispositifs liés à l'outillage numérique. Les aides techniques, même si on les incite pas, sont quand même un peu plus connues, donc demandées par les salariés en tant que tel, en termes d'outillage qui permet de faciliter le quotidien. Et je vois bien que ça peut faciliter aussi le quotidien des personnes dont elles s'occupent. Et puis, différents moyens matériels, c'est très lié aux aides techniques, hein, mais on est sur les gilets de gants, etc. Voilà, il y a des situations où, en fait, on échange avec les salariés et en fait, et voilà, il y a des problématiques de gants, parfois simplement de stock, de fourniture, etc. Quelquefois, ça va crisper les équipes, voilà, sur des choses assez banales, mais qui vont être empêchantes, quoi. Un peu plus vite que je ne le faisais sur des choses comme ça. Est-ce que là aussi, je renvoie un petit peu notre sujet, est-ce que c'est un peu fidèle? Est-ce qu'il manque des choses? C'est bien possible. Là aussi, le jeu des questions-réponses fait qu'on réduit aussi la réalité à certains sujets. Est-ce que on n'est pas complètement à côté? En tout cas, c'est ce qui ressort le plus fortement de nos échanges. C'est pas pour c'est de Saint-Jacques de Compostelle, hein, qui est avec nous, hein, si je vois pas très bien qui les noms. Analyse. C'est Madame Ardouin, oui, tout à fait. Pardon. Peut-être sur la formation, je sais pas si effectivement, parce que là j'ai un peu ciblé la formation, notamment, enfin peut-être que vous voyez aussi sur l'offre de formation territoriale, ne serait-ce que par la concurrence ou d'autres organismes, mais c'est vrai qu'on a toujours, c'est pas nouveau, hein, que les employeurs nous disent qu'ils ont du mal à identifier l'offre de formation. J'ai quand même le sentiment qu'il y a de la communication, mais souvent quand il y a des besoins de formation, en tout cas continue, le besoin il est assez pressant en général, hein, même s'il y a un peu d'anticipation.
Est-ce que vous voyez, enfin, est-ce que les quelques éléments qu'on ça sur la formation qu'on a souligné, est-ce que ça correspond un peu à ce que vous entrevoyez, en tout cas, si vous entendez, je vois pas tout le monde, c'est pour ça que je renvoie sur mon collègue. Je sais pas si Mm. Céline Ardouin nous entend. Après, on pourra. Ben, en tout cas, mais David, par contre, je te rejoins sur ce sujet-là parce que on a l'exemple on échange pas mal avec avec des organismes de formation. Je pense au Dolmen pour le BTS SP3S et aussi au lycée Édouard Branly à Châtellerault, où il y a une sorte de crainte de la part des établissements que les professionnels ne connaissent pas les formations qui existent. En plus, parfois, ça peut être pour le BTS SP3S, c'est en alternance. Et du coup, il y a pas mal d'étudiants qui se retrouvent sans structure, alors même que c'est des formations qui existent depuis longtemps pour le BTS SP3S. Là, pour l'établissement à Châtellerault, c'est une certification qui va être qui va ouvrir et il y a une sorte de crainte sur cette méconnaissance-là, effectivement. Enfin, en tout cas, c'est ce que je peux dire. Et Céline Ardon n'a pas de caméra ni micro. Je ne sais pas D'accord. si vous pouvez, enfin, si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à écrire, en tout cas, comme vous représentez un des organismes de formation. Donc voilà. Sur la partie employeur, je pense qu'on s'arrêtera là. Après, il y a toute une liste de préconisations, mais on verra. Bon, sur les modalités d'enquête, donc effectivement, bon, questionnaire donc assez classique aussi, un quantitatif d'une part, et puis un peu de qualitatif d'autre part. Voilà, ce qu'on a pu identifier. La répartition géographique des structures qu'on a ciblées. Je vais aller un peu plus vite là-dessus. Sur la répartition, etc. Ça, si on va pas aller beaucoup plus loin. Comme un point, on a posé la question des effectifs que ces structures-là avaient en 2024 et des effectifs qu'elles avaient au premier semestre 2025. On n'avait que le premier 2024, il y avait le rétroviseur dans le dos. Bon, là, on s'intéresse que sur les 6 premiers mois. Vous voyez comme moi que globalement, on est avec la même structure. Il y a une baisse du nombre de salariés. Moyenne. Donc, je ne suis pas totalement surpris. Euh, Effectivement, ça veut dire que et ça confirme, on le sait pour l'aide à domicile que depuis plusieurs années, sur 100 heures de programmation APA, dans un département, on peut en faire que 60-65 heures. Hein, heureusement, ça n'a pas descendu plus, mais c'est quand même énorme. C'est-à-dire qu'il y a quand même un tiers des heures qui ne peut pas être effectuées. C'est-à-dire aussi un tiers de l'offre de service qui ne peut pas l'être. Essentiellement, enfin, même la seule cause par manque de salariés à mettre en face des demandes des usagers. Ça, c'est à peu près. Là, ce qui est un indicateur, et je pense qu'en 2026, il faudra qu'on y regarde de près, c'est de mesurer s'il il n'y a pas de nouveau une baisse du nombre de salariés dans les structures. Alors, les structures avaient été c'est un phénomène qu'on avait observé après Covid. Quelques structures, alors pas dans le cas de cette enquête-là, nous a dit, bon, aux alentours 2023, début 2024, que de nouveau, alors parce que qui dit baisse d'activité, baisse de salarié, baisse d'activité, dit à un moment donné que les structures arrivent à des niveaux d'étiage fragiles. À un moment donné, vous avez quand même un service administratif et des besoins. Donc, si une structure descend trop en nombre de salariés, par exemple, effectivement, ça veut dire que c'est un impact complet sur ce qui permet de faire tourner une boutique tout court. Donc là, bon, c'est pas significatif au point de se dire bon, il y a de nouveau une chute, mais c'est un point d'alerte parce que on note qu'il y a un peu moins de salariés en premier semestre 2025, peut-être sur l'année 2025 ça se régule, mais point d'alerte à ce moment-là. On n'est pas revenu auprès des structures depuis, mais c'est un sujet en la matière.
On a interrogé donc les employeurs sur la connaissance qu'ils avaient des départs, parce qu'ils ne le savent pas toujours très très bien, hein, d'où la preuve des formes d'émission. Donc, quelquefois, là-dedans, on peut mettre différentes choses. Donc, licenciements, il y en a, mais ça reste en pourcentage relativement peu. C'est généralement pour des problématiques de capacité ou de faute professionnelle, c'est assez évident. La logique mutation, elle est un peu à prendre avec des pincettes. Hein. Au départ, généralement, ça peut être une démission, ça peut être une rupture conventionnelle, hein, parce que le salarié, la salariée va déménager, va souhaiter évoluer ailleurs. Mais ça, c'est vrai que la notion de mutation peut davantage préciser. Ce qu'on note, et là on le voit, hein, là ce que j'ai pas mis, hein, le premier tableau, c'est 2014, 2024, pardon, et premier semestre 2025. Là aussi, petite indication, mais à prendre tout ça avec des pincettes, parce que sur un an et demi, avec un échantillon qui reste limité, les retraites, vous voyez que on a environ 15% des salariés qui sont à la retraite, ok. Mais sur le premier semestre 2025, on en a 18%. Est-ce que ça a encore poussé? Est-ce que c'est un effet simplement parce qu'on partirait plus en retraite dans des premiers semestres, etc. Là-dessus, on peut pas aller beaucoup plus loin, mais point d'alerte là-dessus, sur le nombre de retraites en tant que tel, enfin, le nombre de départs en retraite. Les fins de CDD, bon, là aussi, on va voir ça dans différents organismes. Il va de soi qu'une fin de CDD, c'est censé ne pas se prolonger, donc pas de signe d'alerte plus, ça indique juste que le CDD existe aussi dans les structures, mais il reste quand même marginal. Et les éléments autour des démissions, donc qui veulent dire beaucoup de choses en tant que tel. Dans les services d'aide à domicile, je parle beaucoup de services d'aide à domicile parce que c'est quand même ce que je connais historiquement de mieux, hein, puis pour échanger et dans le cadre de l'enquête et en dehors. Bon, voilà, on a beaucoup de salariés qui, un matin, ne vient pas chez monsieur ou madame Intel, il découvre ça sur le tard, il y a une démission de fait. Voilà, ça, c'est des choses que rencontrent souvent les professionnels. Bon, la diminution, on peut dire, tiens, c'est heureux. Ok, bon, là aussi, à prendre tout ça avec des pincettes, on n'a pas assez de recul en termes d'échantillon et de durée. Mais bon, un indicateur, est-ce que vu qu'il y a moins de salariés, est-ce que les salariés qui sont là sont plus à moins démissionner? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on peut interpréter ça. Il faut regarder ça avec prudence, en tout cas sur les évolutions. Et de noter si on n'a pas d'évolution complètement dingue d'une année à l'autre. Bon, ça, c'est essentiellement les questions qu'on posait dans ce cadre. Bon, sur les départs, voilà, en synthèse, les retraites sont quand même un sujet de préoccupation. Je reviens juste sur ça, évidemment. C'est pas la majorité, mais voilà, un départ sur 6, ça va concerner les retraites. Il y a des chances que ça augmente fortement, parce que le PIC n'est pas là. Donc, ça nécessite objectivement une planification RH. Dans les équipes ne bougent pas trop pour pouvoir anticiper au mieux les échéances en termes de recrutement, parce qu'évidemment, c'est déjà toujours en tension pour des recrutements. On rajoute encore, ça va être très compliqué. On sait que ça va forcément se poser. Après, la grande énigme, c'est comment les pouvoirs publics vont pouvoir répondre à ce sujet. Que les points de vigilance, ben oui, pour prendre des départs en retraite, il y a un travail qu'on a mené là, ces dernières années autour du vieillissement dit actif, c'est-à-dire que on peut faire de ces départs en retraite et un peu d'en tirer quelque chose de positif, par exemple, en favorisant le tutorat ou le transfert de savoir-faire métier entre des salariés dont on sait qu'ils vont partir sur leur dernière année ou 2 dernières années auprès des salariés rentrants. Voilà, donc ça, on peut voir ça. Rupture de lien avec les bénéficiaires, ça reste un potentiel risque. Hein. On sait déjà que pour le bénéficiaire en particulier, et pas que le fait qu'il y ait beaucoup de turnover de personnel, ça agace très fortement les personnes dont on s'occupe, les remplaçants qualifiés et impact, bon, ça je l'ai déjà dit un peu, sur la qualité de service. Évidemment, plus il y a de turnover, moins c'est anticipé, plus effectivement la qualité de service est mauvaise. Je pense que ça, au-delà des indicateurs
normes de qualité type AFNOR ou je ne sais pas quel ICER, l'idée c'est quand même que les personnes soient le mieux servies possible. Ça. Je pense que tout le monde partage de ça. Pour les outils, GPEC utilisés quand il y en a. C'est qu'on a, alors il y a quand même une structure sur 5 qui dit n'avoir pas d'outils GPEC vraiment structurés et utilisés. C'est quand même beaucoup quand on y raisonne. Quand on raisonne. Ça c'est le point du bas. Donc, on est sur des outils très classiques. Je vais pas être insultant autre, mais on est quand même, je pense que là, il y a quand même des trucs à mettre en place parce que voilà, l'entretien annuel d'évaluation, l'entretien annuel, voilà, d'évaluation classique. Bon, voilà, c'est quand même l'outil le plus utilisé. Bon, l'actualisation des fiches de poste, on va dire, ça va un peu de soi, c'est important. Les plans de formation pluriannuels, vous y êtes en tant qu'établissement d'autant plus encouragé, pardon, que de toute façon, si on s'y prend pas aujourd'hui à l'avance pour financer les formations de nos personnels, les OPCO ou autres n'ont pas forcément suffisamment de moyens pour couvrir tous les besoins. Donc, plus on s'y prend à l'avance, plus on a de chance. Donc, mais on est à peine plus de la majorité des établissements qui le font. La cartographie des compétences. Voilà, bon, c'est des choses qui ne sont pas toujours très, très bien faites, mais ça peut permettre de penser justement l'évolution des compétences des salariés quand ils ont besoin d'éléments importants, puis des référentiels métiers. Ça pourrait être des sujets à l'avenir plus étayés, parce que je pense réellement que en dehors de dirigeants qui auraient une forte culture RH, qui auraient le temps aussi, ou de penser peut-être de l'outillage mutualisé. Quand il est mutualisé, ça peut être aussi une forme d'externalisation parfois d'une partie de ces dimensions-là, pour essayer justement d'avoir plus d'outils sur le dirigeant qui décide, mais comment bien articuler ça pour qui dit GPEC, c'est aussi penser le territoire, c'est penser voilà, le maintien comme des salariés le plus longtemps possible dans les établissements. Donc, oui, bon, sur les types de contrats, on est très majoritairement sur du CDI, le CDD, voilà, on représente un quart des activités, l'intérim, c'est peu, et à une époque, il y avait une augmentation il y a quelques années de l'intérim, bon, en raison du coût. Je ne sais pas si dans votre établissement, vous n'avez pas utilisé beaucoup l'intérim, mais pareil, l'intérim, la difficulté, c'est qu'ils ont aussi les mêmes difficultés, à part sur des métiers d'infirmiers et autres, mais sur d'autres types de métiers, ils n'ont pas le personnel. De toute façon, vous pouvez, puis un infirmier qui passe par l'intérim, certes, vous êtes content de l'avoir, mais il vous coûte quand même très cher. Donc, aujourd'hui, les budgets étant ce qu'ils sont dans les établissements médico-sociaux. L'alternance, alors, on n'a pas, il faudrait que j'y retourne un petit peu. C'est vrai que je trouvais que c'était relativement faible, mais en même temps, ça correspond un petit peu à la moyenne nationale. Mais on avait supposé que dans le médico-social, parce que ça avait été même souligné par le pouvoir public, il y avait une forme de saisie, un petit peu de saisine même du dispositif. Mais quand on y regarde de près, bon, voilà, qu'il y a talent, il y a aussi quelqu'un pour l'accompagner. Donc, en période d'hypertension professionnelle, c'est d'autant plus cool. Ça s'explique aussi. Mais voilà, on a les alternances, elles se sont plus faites évidemment dans les établissements de enfance médico-sociale que dans les services d'aide à domicile. Ça, c'est certain pour des raisons aussi de lieu, de suivi. Mais bon, ça représente peu de contrats, somme toute. Voilà, donc sur le temps de travail, ouais, quand on parle de temps partiel subi, bon, voilà, dans notre échantillon tout du moins, on regarde dans les données, on n'est pas très loin de données nationales. On a quand même des majorités de temps plein en général. Donc voilà, on n'est pas. Et quand on parle de temps partiel, on voit régulièrement nous, des salariés qu'on a croisés et accompagnés qui ne cherchent pas un temps plein. 5-30 heures, mais pas plus. 30% sont quand même dans le temps partiel entre 80 et 100% du temps, et après on est en deçà de 60%. Bon, voilà. Alors, est-ce qu'il y a un effet là sur les 3 dernières données, là sur les temps partiels, etc., etc. On est sur des choses un peu, il y a des éléments un peu différents au niveau national, mais bon, quand on va à la répartition. C'est analysé de fait, mais ça permet aussi de montrer que ces métiers-là ne sont pas non plus que c'est pas que synonyme de précarité, ce n'est pas que,
que des choses mauvaises en soi. Il faut aussi voir un peu ce qu'il y a de positif dans le métier. Alors, les motifs de recours au CDD, bon, bah, quand on a un peu cette question-là, peut-être pas besoin de passer trop de temps là-dessus. Bien sûr, c'est les remplacements qui passent en plus, surcroît d'activité, attends, comment c'est une saisonnalité, contrat aidé évidemment, mais les contrats aidés, il n'y en a plus tant que ça dans les établissements, enfin, accessibles aux employeurs en général. C'est quand même les remplacements qui grignotent le maximum de motifs de recours au CDD. Ce motif de recours à l'intérim, moi, si on n'entend pas, vous pouvez le dire tranquillement. Si l'alternance. À noter, donc oui, c'est les motifs de recrutement. Bon, on sera moins surpris que c'est plutôt remplacer les départs qui comptent que de créer des postes. Hein. Il n'y a rien de très, en tout cas par les chiffres. On a arrondi les chiffres, hein, c'est un petit peu plus précis, mais pour les besoins de la compréhension, en tout cas dans la première présentation slide, c'est pour montrer des grosses évolutions. Du développement d'activité, alors on est sur des choses, par exemple, on a des établissements médico-sociaux parce qu'ils ont remporté des appels à projets où ils vont créer autre chose, il y a un agrandissement, etc. etc. Bon. Le développement d'activité, et ça peut être aussi sur des structures d'aide à domicile qui, à un moment donné, vont faire plutôt une implantation sorte de Poitiers, vont faire un peu de lycée sur Chevigny, ils vont devoir recruter des personnels externes en plus. Voilà. En tout cas, sur les motifs de recrutement, on voit bien que c'est pas le développement d'activité ni la création pure de postes, mobilité interne, il n'y a pas tant que ça. C'est vraiment les remplacements de départ et c'est pas la même manière de recruter non plus quand on a ce type d'enjeu-là. Les périodes de recrutement, bah là, ça rejoint beaucoup. Hein, peut-être vous êtes familière avec qu'on appelle les besoins d'enquête main-d'œuvre hein, de France Travail, qui tous les ans présente les métiers en tension, tout secteur confondu, et dans les métiers qui nous intéressent. Bon, on les a pas remises là, mais on est sur des choses assez similaires hein, dans l'enquête, c'est-à-dire des périodes de recrutement plus difficiles tout le temps, puis vraiment des périodes. Bien entendu, il arrive après ensuite la question de l'été, évidemment, les congés et autres. Pour les structures de petite enfance, c'est vrai que c'est elles qui font un peu le boom avec les rentrées, puisque du coup, c'est à ce moment-là, elles font le recrutement avant, mais c'est à ce moment-là que les contrats sont formalisés, fin d'année un peu. Certains me disent ne pas avoir de difficultés. Alors, bon, je vois un peu les structures qui répondaient. Voilà, bon, je suis obligé de les croire sur parole, mais bon, est-ce que ils ont intégré que de toute façon c'est difficile, donc est-ce que c'est pas plus de difficultés? Je ne pourrais pas vous dire précisément. On a un petit pourcentage de structures qui n'ont pas de difficultés particulières. On nous a pas trop interpellés suffisamment, en tout cas pour savoir pourquoi, comment elles faisaient pour pas avoir tant de difficultés que ça. Il est à noter tout de même, c'est vrai que ces recrutements qui sont difficiles, ce qui est noté par les employeurs eux-mêmes, c'est qu'évidemment, même sur des villes comme Poitiers, hein, où on a quand même pas mal de structures et potentiellement pas mal de salariés, il y a vraiment une concurrence accrue entre structures. Aujourd'hui, c'est très difficile de les faire travailler ensemble parce que le sel des structures qui est la main-d'œuvre, voilà, a du mal à être trouvé, quoi. Donc, pendant très longtemps, on a pu travailler sur des complémentarités d'heures, sur un peu de salariés qui voulaient travailler à temps plein, mais pour lesquels une structure ne pouvait pas à un instant T. Ce que déplore quand même beaucoup de structures, tout en contribuant elles-mêmes, c'est à cette concurrence. Donc, comment arriver à se structurer sur une échelle territoriale, un écosystème qui permet, je sais pas, un passage simple et intéressant entre un salarié du secteur du domicile veut évoluer dans du médico-social, comment arriver à faire des passerelles. Enfin, il en existe, hein, quelquefois, il y a des échanges entre employeurs, mais eux-mêmes le déplorent qu'il n'y a pas assez, tout en se méfiant malgré tout. On est dans un entre-deux, parfois un peu compliqué. Alors, les canaux de recrutement, moi je pensais que France Travail c'était moins, donc ça reste. Alors bien sûr, beaucoup utilisent plein de canaux hein, en même temps, et France Travail arrive en premier. Alors bon, ils ont récupéré aussi ces dernières années aussi les bénéficiaires du RSA et d'autres, donc ça ils prennent plus de place proprement dit. En tout cas, dans ce qu'on appelle le service public de l'emploi, ils sont pas tout à fait encore tout seuls, mais bientôt ils le sont quasiment.
Les réseaux professionnels, hein, donc quand on parle de réseaux professionnels, ça peut être d'autres établissements, hein, l'interconnaissance évidemment des dirigeants. Les candidatures spontanées qui ne sont pas complètement rares non plus. Les sites d'emploi spécialisés, on les connaît tous. Hein. On voit même que France Travail Vienne est en train de signer un partenariat avec LinkedIn, donc c'est possible hein, maintenant dans les sites d'emploi spécialisés fonctionnent bien. Il y a aussi le Bon Coin hein, qui est très utilisé par certains. Voilà, tout est possible. Qui s'associe aussi à des réseaux sociaux. LinkedIn, c'est plutôt un réseau social, mais bon, j'ai un peu mis ça dans le même paquet. Les écoles, centres de formation comptent encore quand même beaucoup. Hein, c'est pas négligeable. Et bon, on voit de plus en plus d'établissements qui ont encouragé aussi, voire primé à la clé, de faire en sorte que des salariés cooptent d'autres salariés, c'est-à-dire aident à recruter. C'est quelque chose qui semble pas trop mal marcher, parce que là, vous avez des biais de confiance. Ça s'est fortement développé sur les dernières années. Ça a toujours plus ou moins existé, mais là, on a cela. Alors, je sais pas si vous utilisez ça dans votre établissement, mais c'est des choses qui sont intéressantes. Au moins, on aurait bien un travail davantage pour voir un peu ce que ça produit, parce que finalement, bon, vous voyez, si on raisonne un tout petit peu dans les canaux de recrutement, c'est quand même le quatrième, donc c'est pas négligeable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui même est devant les sites d'emploi spécialisés, les réseaux sociaux, les centres de formation. Voilà. Donc c'est quelque chose d'intéressant à, à étudier parce que c'est quelque chose qui est en croissance, ça c'est certain. C'est dans tous les dispositifs de recrutement, le seul qui va en progresser de façon significative. Bon, voilà, c'est le mode d'action de recrutement. Les actions conjointement avec d'autres employeurs, on est surtout des forums emploi hein, quand on parle de cela. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'on voit dans les forums emploi souvent enfin, on le voit à l'échelle d'un Poitiers ou Châtellerault, que les mêmes structures. Hein. Il est assez rare que nous retrouve des structures très différentes. Ça veut pas dire que ça n'arrive pas. Souvent, ça va être sans doute par manque de temps pour les structures, sans doute c'est par certaines difficultés. Mais voilà, en tout cas, se prive pas mal de ce outil-là. L'échange de candidature entre employeurs, bon, ça se fait beaucoup. Fréquence trimestrielle, je ne sais plus ce qu'on veut dire là-dedans, j'ai un petit peu mémoire. Voilà, mais voilà, on recommande nous, les pratiques collaboratives. En même temps, c'est un peu ce que disent les employeurs, tout en sachant pas forcément comment le mettre en place. Comment aussi toujours trouver le temps de ça. On le fait, il y a une urgence, etc. On a une interconnaissance parce qu'on peut être dans un même groupe, un même réseau, parce qu'on a travaillé dans un établissement, puis on travaille dans un autre. Mais c'est des choses qui aujourd'hui, ce côté un peu informel dans ce de recrutement et même pour solutionner d'autres problématiques, quand même est souvent mis en avant, ce qui n'était pas tout à fait le cas il y a quelques années. Ça se faisait, mais je crois qu'on ne le mettait pas en avant, on ne le disait pas. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui semble plus dynamique et à noter, à souligner. Quoi. Donc, c'est plus difficile à pourvoir, ben, ça dépend à qui on a, voilà, qui on a posé la question. Bien sûr, c'est les aides à domicile, auxiliaires de vie qui sont quasiment les mêmes fonctions, mais dans les nomenclatures, les conventions collectives, parfois, c'est noté de façon différente, donc on a mis délibérément les deux noms. Les EJE, alors c'est vrai que dans le champ de la petite enfance, éducateur jeunes enfants, ça devient vraiment un énorme problème. On pourrait même dire, hein, sur un métier, je crois je sais pas si on avait mis, non, on l'avait pas mis, un métier très spécifique, qui sont les TISF, hein, techniciens, j'ai oublié l'acronyme, c'est une formation qui dispensait à l'IRTS, et aujourd'hui, c'est une profession sur le papier intéressante qui a été très longtemps très plébiscitée, qui aujourd'hui n'intéresse plus personne. Oui, technicien, oui, intervention sociale et familiale. Donc TISF, alors je ne crois pas qu'on l'ait mis, parce que c'est vrai qu'on a une pléthore de métiers dans ces secteurs-là, mais voilà, EJE, alors c'est une petite population, hein, les EJE, ils sont essentiels dans les crèches ou autres, et ça pose des problèmes majeurs. Voilà, je crois qu'on a tout dit. On est sur des dimensions assez fortes. On manque de candidats. Hein. Bien sûr qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent s'accumuler. Les horaires contraignants, hein, décalés, on ne peut pas dire que ça. Même pour des salariés formés, hein, même presque surtout pour des salariés qualifiés aujourd'hui, voilà, d'autres conditions, mais je
pense pas que la filière puisse leur offrir facilement. L'image du secteur qui est beaucoup, mobilité géographique requise. Ce sont des principales difficultés, mais qu'on connaît, hein, il n'y a pas de choses nouvelles. Donc, sur le développement des compétences, le type de formation est les plus demandées. Donc, effectivement, alors, on est sur des choses de façon très, très large, hein. On n'a pas, il faut creuser avec les établissements ce qu'ils veulent. C'est vrai que tout ce qui est gestes, posture, manutention, ressort comme avec beaucoup de force. Hein, tout ça, je le fais le lien aussi avec les techniques qui peuvent parfois aider. L'accompagnement des personnes âgées, handicapées et pathologies, je le mets dans le même, entre guillemets, dans le même paquet. Bon, on est sur des salariés formés ou pas formés sont pour de l'actualisation des connaissances à minima pour pouvoir exercer leur activité avec la diversité des profils des personnes qu'elles accompagnent. Et la question d'hygiène sécurité, demandée, développement de l'ensemble, donc c'est le corollaire, hein, l'accompagnement des personnes âgées, handicapées et pathologies. Beaucoup plus de choses, alors sur communication relationnelle avec évidemment notamment quand j'évoquais avec la famille, le bénéficiaire, parfois avec l'équipe, hein, en tout cas sur les aspects de communication, dans la communication professionnelle, on s'entend. C'est des choses qui quand même sont plébiscitées. Et puis enfin arrivent les mairies bureautiques, c'est beaucoup numérique. On a quand même, je disais, ça paraissait un peu plus facile avec certaines populations plus jeunes qui baignent depuis leur naissance dans le numérique. Mais bon, après, bien utiliser l'outil, on a des exemples de structures d'aide à domicile qui ont équipé tout le monde, certes ont été formés, mais après, grosso modo, si vous savez pas tout bien pigé pendant la formation, vous retrouvez que l'outillage, qui est censé normalement être simple, avec des gens qui se retrouvent en difficulté, ça va générer des difficultés avec le manager parce que tel salarié va appeler 10 fois, ça va générer des problématiques. Donc c'est vrai que la formation pourrait être la solution, mais du mal à être mis en place comme d'autres. Mais ce qui est certain, les employeurs sont demandeurs de formation, les salariés sont demandeurs de formation, sauf qu'on n'arrive pas à faire de croisement des besoins en temps et en heure. Et toujours côté employeur, les freins à la formation sont les contraintes organisationnelles. Hein. D'abord, le manque de temps, les difficultés de remplacement. Alors, le coût aussi apparaît, c'est une donnée qui apparaît de plus en plus forte, qui a toujours été aussi n'a jamais été absente, mais le coût, il est aussi en interaction avec, pour les OPCO, des moindres prises en charge, des organismes de formation quelquefois qui sont chers, parfois aussi des coûts que l'employeur considère comme chers, mais qui ne sont pas aussi si coûteux que ça. C'est-à-dire que ce sont certaines formations nécessitent des dispositifs ou des personnels, enfin des formateurs avec certaines qualifications très particulières. Donc forcément, c'est un coût, mais en tout cas, c'est un frein quand même pour une structure facilement une structure sur deux, c'est un frein majeur. Après, se pose aussi la question du coût, hein, voilà, plus vous avez de personnes à former, plus potentiellement les coûts, vous pouvez les négocier si vous faites plusieurs sessions. Donc peut-être des marges d'amélioration pour baisser les coûts de formation, notamment si on arrivait à lever un petit peu les contraintes de temps, de remplacement et d'organisation, serait de pouvoir faire de la formation mutualisée ou des séries de formation mutualisée, ce qui permettrait là aussi de négocier tant avec l'OPCO que l'organisme de formation dans une logique gagnant-gagnant et de permettre à ce que tout le monde puisse être formé. En tout cas, le plus du monde. Les formations obligatoires, les thèmes, vous ne serez pas surpris de ce qui est proposé majoritairement par les structures. Ce qui est intéressant, c'est sur on a un OF, c'est sur la connaissance de l'offre de formation. Alors, vous voyez que presque heureusement, on a une majorité d'employeurs qui disent bien connaître. Par contre, pour le reste, on est sur des formations, enfin, une connaissance partielle ou connaissance très faible. C'est quasiment la moitié des employeurs. Donc, on peut, entre guillemets, peut mieux faire. Alors, c'est bien entendu leur responsabilité, mais c'est aussi la responsabilité, pourquoi pas, de structures comme CR2A. Pendant très longtemps, on a animé des formes d'annuaires. Je salue des parcheurs en vision. Quand vous partez. Merci. Voilà. Je ne dors pas dans les locaux professionnels pour pouvoir faire l'animation. Et donc, bon,
cette question se pose, que les salariés soient au moins au courant, mais ils semblent plutôt pas, en tout cas dans l'enquête, pas si mal informés que ça. On a pu faire le pareil avec moi, bien entendu, ils sont plus fortement que les employeurs peu au courant. Et sûr, que ce soit pour les employeurs ou les salariés, c'est que de toute façon, il y a une offre pléthorique de formation, on a du mal, enfin, quand on dit pléthorique, il y a même derrière certains intitulés, on a des choses différentes, donc tout ça nécessite quand même de favoriser l'accès à la connaissance. Il y a des outils créés par Cap Métier, etc., mais ces outils-là sont souvent, généralement en tout cas pour nos métiers, assez incomplets. C'est une réflexion que l'on voudrait avoir, nous, Cerdusa, par le passé, on a pu avoir de outillage comme cela, qu'on a un peu abandonné. Il me semble qu'il faudrait pouvoir le relancer pour qu'à un instant T, un employeur ou un salarié puisse vraiment identifier ce qu'il y a sur le territoire, s'il n'y a pas aussi, parce que si c'est pas très loin géographiquement, dans la diversité de la formation initiale continue possible, en tout cas pour les métiers du clair. Et oui, on avait posé la question sur l'intérêt d'une offre commune. Ben, on a eu un très fort satisfait. Après, il faut voir. Voilà. Mais il y a cette réflexion présente. Donc, entre vous m'y intéressez, pourquoi pas, on a quand même une très forte majorité. Donc, il y a un homme qui est. Là, on a des organismes, de toute façon, ils ne peuvent pas le faire. La structuration interne de tel ou tel groupe ou de telle ou telle entité fait que de toute façon, une offre de commune de formation n'est pas envisageable. J'ai vu, bon, il y a sûrement pas grand-chose. Donc, procédure d'intégration. Alors là, si le slide n'est pas forcément plus explicite que ça, on a quand même beaucoup de choses de plus en plus qui le font. Alors, soit c'est très court, soit c'est plus long. Après, derrière le tutorat en particulier, il est vrai que parfois c'est du tutorat très léger dans sa mise en œuvre. Donc, entre des procédures très formalisées et l'absence totale de procédure, de toute façon, voilà, le tutorat, mais on n'a rien écrit, c'est le salarié intel qui est le plus volontaire, à qui on va donner ce genre de mission, des procédures un peu informelles. On peut mieux faire, entre guillemets, ça c'est certain. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour les structures, un bon tutorat, mais un tutorat moyen, j'ai entendu ça à un moment donné, permet normalement de limiter le départ précipité de nouveaux salariés dans les structures. Donc, c'est quelque chose de très compliqué à mettre en œuvre parce que c'est pareil, ça mobilise un salarié, mais avec des résultats quand même notables, ceux qui le mettent en place. Et donc, les moyens de fidélisation des salariés, on ne va pas être surpris que la formation arrive avec les questions des conditions de travail arrivent en tête, des moyens réels ou enviables pour fidéliser les salariés, la reconnaissance, valorisation, l'évolution de carrière, les avantages sociaux et qui arrivent, c'est pas négligeable, qui arrivent quand même derrière, les flexibilités horaires quand c'est possible. Donc, si on est si on arrive à solutionner la question de la formation, enfin, trouver des solutions et de parvenir à des plans d'amélioration des conditions de travail, partagés avec les employeurs et les salariés, il y a quelques leviers, voilà, parce qu'il ne suffit pas d'avoir ces difficultés-là, on aurait dû démarrer par ça, c'est ce qu'on observe dans nos activités au quotidien. On fait venir des salariés dans nos secteurs, mais ils n'y restent pas. Si déjà on pouvait limiter le départ précipité, les conditions sociales du secteur seraient quand même meilleures et ça nous permettrait de mieux travailler dans nos entités. En conclusion, bon, sur les enjeux identifiés, dit beaucoup, peut-être sur les petites actions, travailler à la mutualisation, dans le recrutement, la mutualisation, pourquoi pas dans l'offre de formation, sur la question de l'attractivité du secteur, des choses à apporter, sur structurer l'intégration, là aussi il faut regarder en différentes modalités, et bien entendu la santé au travail. Alors les petites actions, on les a pas mis par ordre de priorité, mais on peut penser que c'est quand même des axes qui en plus peuvent s'imbriquer les uns les autres dans la mesure où il y a des plans d'action identifiés, partagés au maximum. Alors moi, je vous propose en tout cas de
Et après, il y a toute une série de préconisations, on l'a vu là, qui sont dit on va interroger aussi les structures sur l'organisation interne, etc. Voilà, selon quoi elles étaient demandeuses, sur les questions de marché, d'analyse des coûts, etc., etc. Donc ça, je vais pas, voilà, je vais pas développer ça ici au regard de l'heure. On va pas en débattre réellement. Peut-être déjà, si on a quelques échanges sur la chose qu'on a évoqué, les points, c'est déjà copieux. Je vous enverra ces éléments, plus d'autres si nécessaire, en fonction de votre appétit, votre temps de lecture. Mais voilà, à grands traits, qu'on voulait partager avec vous. Et même si on n'est pas très nombreux, ça me paraissait important que cette étude-là ne serve pas que aux acteurs institutionnels qui ont aidé à son financement, mais que ça serve d'abord aux acteurs de terrain. Personne sans micro ni image. On est presque dans un dialogue avec vous. C'est pas désagréable, mais c'est vrai que c'est pas le c'est pas l'objectif premier. Tu vois, est-ce que vous avez quelques remarques ou autres, ou est-ce que ça, enfin, entre guillemets, ça répondait un petit peu à, je sais pas si on peut parler d'attente, mais en tout cas, voilà, la qualité que vous avez eue pour venir partager un peu de votre temps. Bah, pour moi, oui, enfin, en tout cas, ça reflète complètement les réalités de terrain. Après, les leviers qui ont été évoqués, c'est des choses qu'on essaye de faire. Enfin, vous avez parlé, chez nous, on parle de la cooptation notamment, effectivement, Ouais. pour le développement on va dire voilà, travail d'équipe au sens très large du terme, mais aussi Ouais. la responsabilisation des collaborateurs engagés. Enfin, nous, vraiment, c'est ce qu'on prône. L'amélioration et le travail collectif sur les conditions de travail, parce que c'est pareil, je trouve finalement, il y a des fois des modèles un peu idéalisés, si je peux dire, de bonnes conditions de travail, mais en fait, on se Ouais. rend compte que c'est aussi très collaborateur dépendant, très équipe dépendante et très à l'instant T dépendant, si je peux dire ça comme ça. Aujourd'hui, ils vont l'envisager en tant que tel et demain différemment. Ouais. Voilà, une chose est sûre, c'est que oui, tout ce qui va être, en fait, il faut pas attendre d'être au pied du mur pour développer toutes ces ressources. Enfin, moi, je l'ai vu sur mon établissement. Enfin, vous évoquez des chiffres qui datent de 2023, c'est ça que vous m'aviez dit? Ouais. Enfin, on est de 2024-25. Ok, Début 2025. début 2025. Moi, très clairement, début 2025, j'avais aucune difficulté de recrutement. J'avais pas de poste vacant. Ça faisait 3 ans que j'avais pris la direction de cet établissement et on a été très protégés pendant longtemps. Et j'ai eu une vague de départ, vous parliez d'inaptitude. Enfin, voilà. Et c'est aussi le cycle d'une équipe. Enfin, la plupart qui sont partis d'ici, ça faisait plus de 10 ans qu'elles étaient là. Donc, forcément, d'un moment, voilà, l'évolution professionnelle faisant aussi, ce qui est logique pour tout un chacun. Mais du coup, c'est de se dire, effectivement, il faut aussi y penser dans les moments où ça va bien, parce que faut se préparer aussi à demain. Et il faut travailler ça en fait au quotidien. Et c'est ça qui est parfois, je pense, un peu difficile quand ça va bien, de aussi se projeter, de se dire, oh, j'assure mes arrières et je continue la dynamique et l'engouement pour faire en sorte qu'on lâche pas les efforts et parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se communiquent par le biais, enfin, de l'image au sens large du terme et la réputation, encore une fois, au sens large du terme, que chaque établissement peut avoir. Au-delà, bien évidemment, comme on l'a déjà dit, de l'attractivité du secteur et des métiers au sens large du terme, qui est déjà clairement pas facile. Vous parliez de l'intérim. Nous, alors nous, on a une ligne directrice aussi de notre siège. Nous, l'intérim, uniquement sur des gens diplômés, donc soit I2, soit aide-soignant. Et clairement, c'est du dernier recours. Il y a, alors vous en avez peut-être. Est-ce que c'est indiscret de vous demander, on avait fait une enquête il y a longtemps, à peu près, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais le montant, vous, de l'intérim, sur une année un peu lambda que vous aviez, parce que moi j'ai le souvenir
pour avoir fait, parce que là, l'enquête qu'on fait, c'est plusieurs collègues qui sont allés sur le terrain et autres, mais je me rappelle de sommes assez colossales pour certains établissements, à une époque où c'était moins régulé, où je pense qu'il y avait un côté facile, parce que je me rappelle, moi, ces établissements, on était sur des plusieurs centaines de milliers d'euros d'intérim, ce qui est pour des établissements de taille moyenne. Hein, j'étais très surpris de ça à ce niveau-là. Et, Alors, nous, on a c'est pas un eu. chiffre précis, une fourchette, quoi. Oui, oui. Alors, je pense que. Alors, c'est pas pour valoriser, mais je pense qu'on va pas être très représentatif parce que, encore Mm. une fois, moi, j'ai une équipe stable, vraiment très, très stable Ouais. jusqu'à, on va dire, le dernier semestre 2025 où on a beaucoup subi. Moi, j'ai jamais eu de difficulté de recrutement IDE. Ça fait, je pense que depuis l'ouverture de l'établissement de cet établissement, on n'a jamais eu recours à de l'intérim IDE, chose qui, je pense, plutôt assez rare et comme vous le disiez très justement, qui coûte très cher. Nous, on n'a jamais dépassé et je crois que le plus haut, ça a été juste post-Covid ici. Ouais. C'est pas encore directrice à l'époque, mais on n'a jamais dépassé les 30 000 euros d'intérim. Ah oui, d'accord. Mais je sais qu'on a toujours, même dans les moments les plus durs, on a toujours une consommation assez basse. Si je m'identifie aussi à l'échelle du groupe, où du coup on a des communications internes Ouais. sur l'ensemble des établissements. Juste pour vous donner un ordre d'idée, on a diminué presque par 4 notre consommation d'intérim en 3 ans. D'accord, ah oui, c'est significatif. Oui. Parce que, comme vous le dites très justement, je pense que post-Covid, ça a été très clairement la solution de facilité, parce qu'on a pris cette solution-là parce qu'on n'avait pas le choix à un moment donné. Très clairement, du coup, ça s'est instauré un petit peu dans les pratiques et voilà. Donc, on a eu vraiment un gros travail à faire en tant que directeur et aussi sur nos équipes d'encadrement, sur la consommation d'intérim et puis très clairement sur la qualité de soins. Hein. Alors, on a parlé de l'intérim qui, chez nous, est dissocié de la vacation quand même. Oui. Voilà, qui sont deux choses différentes et vraiment, et d'autant plus hein, maintenant les agences d'intérim nous envoient, enfin c'est notre demande aussi, hein, mais nous envoient en priorité des vacations plutôt que des intérims. Et nous, on travaille beaucoup avec Hublot aussi maintenant, Oui. qui a été très clairement porteur aussi. Je parle aussi à l'échelle du groupe, hein, parce que c'est pas que notre établissement, mais qui a été très porteur de cette consommation, de cette diminution de consommation d'intérim. D'accord. Vraiment. Et vous parlez de mutualisation, et pour le coup, Hublot, nous, en termes de. Alors, pas très représentatif à l'échelle du groupe MPV dans la Vienne parce on n'était que 2, on est 3 maintenant, donc on commence un peu plus à pouvoir le développer. Mais en termes de mutualisation, pour le coup, Hublot, c'est très intéressant. Sur les questions de mutualisation par la force du groupe, en fait, vous êtes plutôt sur une mutualisation, si je raisonne, hein, verticale, je caricature à souhait, hein, au sein du groupe, maintenant un peu horizontal avec les établissements du groupe qui sont aussi sur le département, qu'avec d'autres structures hors groupe, quoi. Je ne sais pas si vous. Ouais. Oui. Parce que. Ouais. Mais je sais qu'il y a des structures qui sont empêchées, entre guillemets, qui font partie du groupe, d'autres qui n'ont pas le temps, etc. Parce que c'est vrai que quelquefois, il y a des logiques aussi il n'y a pas de bassin d'emploi, mais de territoire qui peuvent aussi permettre de travailler de proximité avec d'autres établissements médico-sociaux, d'ailleurs, de différentes natures. Ça se fait peu. Hein. Je dis ça, c'est un peu des vœux pieux, parfois ça fonctionne, mais globalement, on est quand même sur des choses peu structurées. Oui, c'est certain. Qu'il faudrait pouvoir, à mon avis, davantage pousser. Alors, avec les limites que chaque acteur veut bien, enfin, limite ou les choses ce qu'on veut mettre dans l'auberge espagnole d'une certaine manière, mais voilà, c'est vrai que c'est des logiques de territoire, surtout dans les territoires ruraux, là, effectivement, c'est là où il faut mettre le paquet dans une logique où, en plus, aujourd'hui, il y a une plus forte encore désertification. Ne cesse pas, hein, c'est des désertifications rurales. Donc, oui, puis vous parlez d'activité tout à l'heure, je vous rejoins aussi là-dessus, hein, parce que
Pourtant, nous, on n'est pas très éloigné de Châtellerault, on est à 10 minutes, hein, mais on reste sur un secteur très rural et on pourrait toucher, atteindre des personnes, notamment sur le poste d'auxiliaire de vie, comme vous le Ouais, disiez tout à l'heure, sur des retours à l'emploi, sur des ouais, personnes ouais, de ouais. santé. Nous, on ne peut pas les toucher. On Oui. n'arrive pas à toucher ces gens-là parce qu'on est souvent, comme vous le dites, en général, il y a des problématiques de transport, de mobilité. Pour avoir fait des forums pour l'emploi, clairement, 10 kilomètres de Châtellerault sans transport en commun, c'est pas possible. C'est pas possible pour plein de personnes. Alors que ça serait, oui, alors que ces personnes-là sont parfois, nous arrive à avoir des personnes Au compétentes, hein, contraire. Ah oui, oui, oui. mais effectivement, pour plein de raisons, il n'y a pas la mobilité, parce qu'il n'y a pas possibilité, mais qui ont quand même des compétences, et c'est très problématique, parce que c'est dans une période où il y a vraiment une période de vache maigre en termes de personnel, c'est très rageur de ne pas pouvoir, et souvent ces personnes-là finissent par changer de secteur complètement. C'est ça Ouais. aussi, hein, quand on parle de perdition, c'est qu'on a quand même Oui, beaucoup de gens qui partent du secteur. oui. Euh, Et ce qui est très dommageable. Mais alors là, c'est plus notre cas maintenant. Mais j'ai envie de dire, ça tourne toujours, quoi. Soit c'est sur l'équipe aide-soignant qui nous manque du monde, soit c'est. ouais. Bon, l'avantage, j'ai envie de dire, c'est pas tout en même temps, tant mieux. Mais on a une période où on cherchait justement des auxiliaires de vie. Donc, en Mhm. soi, avec peu de qualifications Ouais, ouais. ou tout à fait possibilité de les former en interne. Enfin, voilà, on était très prêts à ça et avec très, très peu de candidatures, voire pas de candidatures. Mhm. On est resté plusieurs semaines sans, bon là, ce qui est plus le cas maintenant parce qu'on n'a pas d'offres en cours, mais on a des candidatures spontanées. Mais c'est vrai que ça interroge vraiment. Mhm. Tout à fait. Ouais. Mais en plus sur Châtellerault-Rodez, il y a en plus des particularités, enfin des spécificités, même intra, enfin, dans tous les secteurs, mais peut-être encore un peu plus fort sur Châtellerault-Rodez, dans certaines zones, tant pour circuler que par presque culture locale, je sais pas comment on peut le dire ainsi. Mm. Mais ouais, c'est intéressant. C'est vrai que ces éléments-là, je pense que ça doit être davantage partagé en tant que tel. Enfin, je pense, en fait, on ne peut pas le faire en lieu et place des acteurs eux-mêmes, hein, mais c'est, même s'il n'y a peut-être pas coup de baguette magique sur des logiques de transport, on arrive un petit peu tard. Il y a des choses qu'on aurait bien voulu soumettre, y compris dans le cadre des élections municipales, Mm. qui vont donner lieu aussi après aux agglos. On a cette problématique-là, mais bon, après, sur d'autres secteurs, mais sur le Poitiers, on voit très bien que pour les professionnels, alors là, je suis pas dans les aides à domicile, mais les professionnels qui vont s'occuper, qui habitent dans les quartiers souvent, qui s'occupent du nettoyage, des chambres d'hôtel, etc. Ben, en fait, une chose toute bête, hein, c'est qu'il n'y a pas de transport en commun qui mène de certains quartiers de Poitiers jusqu'au Futuroscope le matin aux horaires où il faudrait. Donc, vous avez Exactement toute une ce que j'allais dire. Ou à déperdition, des horaires qui ne sont pas du tout en toute adéquation une avec. déperdition d'emplois, de gens qui vont faire complètement autre chose. Là où il y a quand même une vraie réflexion, il ne s'agit pas de mettre un bus, mais il y a quand même des petites choses à faire. Ça peut être des moyens de transport de plus petite taille, parce que là, le public serait au rendez-vous. Là, aujourd'hui, c'est quand même des choses qui se font pas ou peu. C'est un vrai sujet sur nos métiers. Ça aiderait beaucoup. Pas forcément toujours de remettre beaucoup d'argent, mais juste un peu d'ingénierie territoriale sur certains aspects, notamment sur le transport. 10 minutes, ça arrive de Châtellerault, c'est pas loin. Ben non. On peut imaginer des solutions. Moi, ça, c'est vrai, nous, en voiture, on se dit on est juste à côté, mais tout le monde n'a pas de voiture, effectivement. Et la problématique se pose aussi, nous, on a l'habitude de. Alors, je pense que ça fait partie clairement. Enfin, moi, je trouve que c'est un beau levier. Et en tout cas, en soi, j'ai envie de dire, à partir du moment où nous, enfin, nous, on a cette philosophie-là, c'est qu'on aime montrer ce qu'on fait, parce qu'on pense qu'on fait bien et qu'on aime diffuser ce qu'on propose aux résidents, le cadre dans lequel on travaille, enfin voilà. Et ça, on va dire sur tous les métiers, parce que je trouve que l'EHPAD pour moi est très riche pour ça, parce on parle beaucoup des AS, des infirmières, mais il y a beaucoup de corps de métiers qu'on se trouve Bien sûr. Sur la dans restauration, évidemment. la restauration, le service, la psychologue, l'ergothérapeute, enfin voilà, un métier un peu plus spécialisé, mais l'animation, enfin. Et du coup, on accueille, je vous parlais de stagiaires tout à l'heure, mais surtout ces corps de métiers-là, et aussi les services civiques. Et Oui. pour moi,
pareil, c'est des jeunes qui sont très porteurs aussi, voilà, de l'image. Et l'idée, c'est que toutes ces petites graines qu'on sème, je me dis qu'un jour, on les récoltera. Et pour autant, c'est pareil. Service civique, les premiers, c'était la grosse difficulté. Parce que 90%, c'est des Et jeunes qui oui. sont en rupture scolaire, qui n'ont pas le permis, donc qui n'ont pas le moyen de transport. Voilà. Et bon, après, sur les services civiques, parce qu'on a quand même un bus qui passe à Senilly aller-retour, donc dire à adapter les horaires en fonction de leur capacité. C'est des choses qu'on ne peut pas faire sur d'autres types d'accueil. Mais oui, ça reste clairement un frein pour une grande partie de la population quand même. Ouais. Et c'est pour avoir fait, nous, pendant très longtemps, même avant service civique, solidarité senior, Oui. la mise à disposition de volontaires. Oui. On a fait ça parce qu'à l'époque où SC2S n'existait même pas juridiquement. Et c'est vrai qu'on avait déjà cette difficulté-là on dit que c'est facile, entre guillemets, mais dès lors qu'il y a cette question du transport, non pas les employeurs étaient prêts. C'est intéressant. Bien sûr, c'est à conditionner, parce qu'on ne peut pas prendre n'importe qui en service civique non plus dans un établissement médico-social. Mais cela étant, voilà, c'est un gros problème, c'est cette mobilité-là. Il faut que les personnes soient quand même là plusieurs jours par semaine. C'est important, quoi. Donc, effectivement, ça fait beaucoup de monde qui aurait besoin d'accéder à Senilly sans pouvoir. On peut imaginer aussi que sur cet axe routier, il y a d'autres établissements qui ont besoin de personnel dans d'autres domaines aussi. Voilà, ça, c'est pas. Le logique de mobilité professionnelle n'est pas toujours très, très bien pensé, c'est certain. Mais par contre, c'est vrai que sur votre, je pense que là, on pourrait relancer aussi ce qu'on appelle des cafés RH et autres, qu'on n'a pas fait depuis 1 an et demi. On a beaucoup fait par le passé. C'est vrai qu'on se dit, ce serait intéressant cette sorte de cooptation. Après, il faut vouloir en discuter. Il y a des secrets de fabrique qu'il ne faut pas évoquer, mais je trouve que c'est intéressant de voir ce que ça produit, parce que je pense que comme tout dispositif, il y a des effets intéressants, des effets entre guillemets un peu pervers du système. Enfin, en tout cas, d'avoir une analyse critique de cela. En tout cas, c'est intéressant parce que je sais qu'il y a beaucoup d'établissements qui ne le font pas, ça c'est certain. C'est quoi les réussites pour réussir justement de la cooptation via l'intermédiation des salariés, quoi. Ça, c'est quand même un truc que je trouve intéressant au regard de l'évolution positive que cela donne actuellement. C'est quelque chose qui a toujours existé chez BV, dans notre groupe, Ouais. et qui a été, en fait, on va dire, remis au goût du jour, là, il y a, je dirais, 2 ans, avec une prime à la cooptation. Donc, forcément, j'ai envie de dire aussi, qui pousse aussi à recommander des gens. Et, enfin, bon, je ne l'ai pas fait souvent, mais je l'ai fait 2 fois. Et les fois, les salariés sont encore là. Et ça a bien marché. Donc, Ouais. C'est intéressant. Ça pourrait faire l'objet de témoignages assez riches là-dessus. Ouais. Parce qu'en plus, on a quand même parlé aussi de la formation tout à l'heure, une dynamique de formation. Et quand on manque de CV, AS, et on envoie les gens à l'école, on les pousse à faire leur VAE. On a des primes justement de professionnalisation avec une prime de diplôme à la fin. Et tous ces gens aussi, quand je vous dis qu'on sème des graines, les gens qui vont à l'école finir en cursus partiel, par exemple, pour finir leur VAE, la prime de cooptation, en général, c'est comme ça qu'on arrive. J'ai vu une telle à l'école, je lui ai parlé. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est cette diffusion. C'est intéressant. Très intéressant. Tu voulais dire quelque chose, Lali, mais je crois qu'on n'en toujours pas. Mais après, s'il n'y a pas de toute façon, on essaiera de redonner, enfin en tout cas, autour de l'enquête, c'est d'autres éléments, notamment sur les éléments de préconisation. Tout n'est pas faisable, tout n'est pas à faire non plus, à mon sens, mais il y a quand même des pistes intéressantes. Donc on essaiera de finir notre petit tour là de présentation, et s'il reste modeste en termes d'assistance, mais quand même on pensait que c'était important de le faire et de voir après quels sont les chiffres qu'on peut tirer sans faire perdre de temps les professionnels qui n'ont pas trop de temps. Et voilà, essayer de voir sur du partage
initiative. On voit pendant très longtemps, c'est vrai qu'on mettait plutôt, enfin pas que nous, mais mettait beaucoup mis en valeur on va dire les innovations en termes de fonctionnement dans les structures de services à domicile. On voit la Ligue exposait sur ce qui s'est fait à Chevigny et ailleurs, qu'il y a beaucoup d'innovations dans les EHPAD. Et étonnamment, ça c'est très peu mis en valeur. Je n'ai pas en tête, hein, peut-être que je me trompe, de guide ou un petit peu de guide pratique quelquefois sur ces sujets-là. Il y en a eu beaucoup qui ont été faits pour les services d'aide à domicile parce que bon, vu que c'est en crise depuis longtemps, il fallait tirer plein de fils, voilà, c'est plein de pistes. Et on mesure que l'EHPAD, c'est aussi un autre type d'organisme. C'est vrai que même sur la Vienne, il y en a d'autres. Hein, on voit qu'il y a des choses assez astucieuses, intéressantes, qui ont des petits effets, parfois plus gros, mais qui permettent justement, qui sont sources d'inspiration aussi. Enfin, voilà. Et ça, je pense que ça, c'est intéressant de rendre visible d'une certaine manière ça. Comme la cooptation ou d'autres éléments que vous avez évoqués hein, sur est-ce qu'il est possible de faire baisser le recours à l'intérim. Je pense que beaucoup font ça. Se poser la question, est-ce que tout le monde y est arrivé? Je ne sais pas, mais voilà, c'est quand même un sujet dans une période où C'est un l'argent sujet vaut mieux très important, mais oui, parce que c'est un sujet soit mobilisé ailleurs, quoi. Vaut mieux que ce soit mobilisé ailleurs. S'il y a de l'argent, ça sert à rien d'aller payer l'intérim à gogo, quoi. Le mot d'ordre, et pour le coup, je le partage tout à fait, hein, le mot d'ordre de mon directeur général, c'est je préfère payer des heures sup à mes salariés plutôt que de nourrir les agents d'intérim. Hein, ça, on est tout à fait c'est d'accord. clair. Bon, après, il faut trouver le juste milieu, hein, on est bien d'accord. Tout à fait. Mais après, ça peut être un outil. Hein. Il ne s'agit pas que l'intérim. C'est sûr, en termes de budget. Il faut que ça reste à sa place. Il faut que ça reste à la place dans le secteur de l'exceptionnalité. Il peut toujours y avoir besoin. Et quand on propose la ligne, il peut y avoir aussi, si ça vous intéresse, à un moment donné, on fait pas mal de portraits vidéo actuels sur certaines innovations. Ça permet de mettre à la fois en valeur les établissements et à la fois une pratique ou des choses intéressantes. On pourra reprendre mot pour en échanger si ça vous intéresse. Hein, c'est voilà, ce que l'on fait actuellement. Le petit message de Lali. Par contre, je suis pas là du 27 au 30 avril. Je pars en voyage. Et pour un portrait vidéo, ça peut être fait en amont ou après. Oui. Hein, ce qui est la date du rallye, c'est ça. Pour le rallye découverte. Après, le rallye découverte, ça peut être aussi fait par des professionnels. S'il y a d'autres personnes que vous qui sont en capacité de valoriser, que vous parlez d'animation. J'en sais rien. C'est une forme de manière aussi de présenter le rallye. C'est vraiment de la découverte. Hein, donc, si vous voulez mettre le focus, même par exemple sur les statistiques, je n'en sais rien. Oui, notre établissement. Voilà ce qu'on y fait. Après, il n'y a pas d'obligation, mais ça peut donner. L'idée de rallye, c'est de donner envie à des gens de rentrer dans ces métiers-là. Donc, c'est une manière de mise en valeur, en mise en beauté de ce qui est fait dans l'établissement. Ça peut être plaisir, comme je vous l'ai dit tout le temps. Autant qu'on peut le faire, on le fait. Hésitez. Mais vous verrez avec Lali et puis les collègues. Ça marche. J'ai beaucoup de plaisir à échanger, mais je ne sais pas si on. Voilà, peut-être qu'on clore tranquillement pour se libérer. Puis bon, on peut échanger à nouveau si besoin. Peut-être quand même dans les éléments, juste à signifier, il va y avoir une rencontre là dans la Vienne. Alors, j'ai plus la date en tête, c'est début avril, hein, c'est ça, David? Non, j'ai perdu. Sur la santé au travail. Prochaine date. Oui. Et je vais les noter. Ouais, vous l'avez noté, mais je pense aussi pour Saint-Jacques. Là, l'idée, on n'est pas que tout seul à présenter un certain nombre de choses. Là, vous avez quand même la RACT, la CARSAT, enfin, différents acteurs, le médecin du travail, pour présenter leur offre aussi, qui n'est pas toujours très, très bien connue. En la matière. Ah oui, ça va être Châtellerault et ses petites enfances, oui, ça pourrait être en visio et en présentiel. Et pour le médico-social, ça c'est en train d'écrire, je crois. J'ai plus les dates du tout en tête. Le 25, j'avais noté, 25 février. Ouais, c'est bien ça. Mais en tout cas, après, on va essayer plutôt d'être dans une logique sectorielle. On va essayer de toucher les établissements de ces différentes zones. Mais il n'y a pas les mêmes solutions, ni le même outillage.
Et il y a quand même pas mal de dispositifs, ce qui est assez étonnant, mais pas mal de dispositifs qui sont souvent très, très, très méconnus. Pourquoi? Parce que, en fait, même si c'est des acteurs publics ou parapublics la plupart du temps, eh bien, ils ne travaillent pas ensemble. Par exemple, on est obligé de les réunir pour qu'ils non, mais c'est absolument anormal, mais c'est nous qui les réunissons pour qu'ils puissent présenter d'une même voix un peu les dispositifs, sachant qu'en plus, il y a des dispositifs qui se marchent un petit peu sur les pieds. Donc, c'est intéressant pour les professionnels un peu de mesurer voilà, ce qui est intéressant ou pas, quoi. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Bah, vous, et puis eh ben, au plaisir. Donc, voilà, Oui, pas de découvrir souci. l'établissement aussi. Pourquoi pas. Avec À très plaisir. bientôt. Au Au revoir. revoir. Bonne fin de journée.